Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolé pour la petite attente, je suis Macmillan et je vous souhaite la bienvenue. Vu que c'est un outil, c'est comme tous les outils, il faut préparer un petit peu la chose. C'est pas quelque chose sous prétexte que c'est un jeu de société, que c'est fun, que c'est amusant, qu'on improvise en général quand on utilise du jeu. Donc voilà, dans sa pratique, quoi. Ok, bien. Caro, tu as l'air enthousiasmé par ce jeu. Pourtant, on en a déjà parlé et on n'y a jamais joué. Qu'est-ce qu'il raconte des bêtises dans le chat? Alors, ça y est, Caro, elle est partie là. Un peu sérieux, les amis. Non, mais tu peux. Au contraire, vas-y, parce que moi j'ai un peu du mal à suivre tout en même temps. Ok, écoute, je voulais signaler aussi que l'illustratrice c'était une illustratrice, c'est Maud Leblanc qui est bien connue. Dernièrement, elle fait partie, alors je vais pas savoir l'intitulé exact, hein, mais elle fait partie d'une sorte de la confédération des auteurs qui se mettent ensemble pour faire en sorte de faire avancer des revendications liées par exemple aux droits d'auteur par rapport aux IA et ce genre de choses, aux droits d'auteur d'une façon générale. Elle est assez impliquée dans la... Alors je sais pas si c'est sous forme d'association, sous quelle forme c'est. Nélia dit le CIL, est-ce que ça te parle? Ok. Donc voilà, c'était juste pour dire ça. Maud Leblanc. Et j'ai l'impression qu'effectivement dans le monde du jeu, on a davantage de femmes à l'illustration que, tout à fait. du côté auteur. Oui, tout à fait. Après, il y a des personnes qui sont... il y a des illustratrices qui sont plus visibles parce qu'elles interviennent sur des chaînes Twitch, par exemple, comme invitées, ou parce qu'elles sont récurrentes dans certaines activités, elles communiquent peut-être un petit peu plus. Mais honnêtement, je ne sais pas si il y a beaucoup de femmes qui sont illustratrices. J'en sais rien. Je vois que Bob est fidèle à lui-même, même sur les live Twitch, je me permets, parce que Bob intervient régulièrement sur un Discord l'île des Meeples, où on échange beaucoup autour des jeux. Et Bob, c'est un petit peu notre clown du Discord. Parce que là, tu parles des droits d'auteur, il nous demande si on a des nouvelles sur les droits de largeur et les droits de profondeur aussi, ou pas. Non, pas du tout. Moi, je tombe dans le panneau. Je comprends pas le second degré. Excuse-moi, Bob Lafro. Non, mais là, il y a pas mal de... Donc, c'est la charte des... Elle travaille, sur la charte des illustratrices ludiques. C'est le CIL. Je sais pas si c'est le nom des... si c'est le projet, la charte, ou si c'est le nom de leur assos. Mais bon, en tout cas, voilà. Il faudra qu'on invite... on va inviter... je vais le dire comme ça, au moins, c'est une sorte d'engagement. Parce que je l'avais déjà rencontré l'année passée, je lui avais dit qu'on allait l'inviter. Et puis, je sais pas, je l'ai toujours pas fait. On va essayer d'inviter bientôt Christine Alcouf. Voilà. Comme ça, au moins, on aura des infos un peu plus précises que les choses superficielles qu'on raconte souvent avec Caro. Enfin non, c'est plus que moi que Caro. Caro, c'est précis quand même. Non, donc voilà. Et on remercie 67 taurins. Merci 67 taurins pour le raid. Super. Merci beaucoup. Merci à toi. Installez-vous, on parle de jeux de société. Installe-toi, on est en train de parler de jeux d'autrice avec Mélodie. Donc voilà. Installez-vous, toutes et tous. Et je vous propose qu'on passe au jeu suivant. Et pendant qu'on cherche les indices, Mélodie, moi je voudrais te demander depuis quand tu es active dans l'univers Instagram par rapport aux jeux de société. Ça fait combien de temps plus ou moins que tu dans l'univers Instagram, ça doit faire à peu près 4 ans, je pense. Alors, active avec des périodes de haut et de bas aussi. Il y a 4 ans, c'était plus facile parce que j'étais encore étudiante, donc j'avais un peu plus de temps à y consacrer. Et puis surtout, en parallèle de ça, alors un peu avant que je sois vraiment active sur Instagram, j'ai travaillé un peu en boutique de jeux, en vente chez Sortilège à Tours. Ah oui. Donc...
Donc c'est un peu après cette expérience-là aussi que, enfin même pendant cette expérience-là, que j'ai commencé à être active sur Instagram, ouais. Ok. Et c'est comme ça que tu as développé une passion ou alors c'est avant d'avoir Non. travaillé sortilège ou La après? passion, elle a toujours été là. La passion, elle a Ah, ok. toujours été là. En fait, dans ma famille, on joue et on a toujours joué depuis toujours. À Noël, les cadeaux, c'est des jeux de société. C'est vraiment quelque chose Trop qui bien. nous regroupe, qui nous fédère. Et donc ça a toujours été présent. Après, ça a peut-être été explosif au moment où du coup j'ai travaillé chez Sortilège. Mais je suis arrivée chez Sortilège pas par hasard. C'était vraiment déjà un domaine, un milieu qui me parlait et qui me plaisait. Ok. Ah, elle est trop bien. Alors on a des propositions, je vois qu'il y en a beaucoup qui racontent des bêtises entre eux, c'est private joke, quand veux-tu en voilà, et c'est le lieu où vous pouvez faire ça évidemment, c'est welcome. Tu sais qu'il y a des fois, nous on fait des lives où les personnes en fait elles viennent nous suivre pour discuter entre elles en fait, tu vois. Après nous, on s'en fout tant qu'on est en bonne compagnie, ça marche. Un petit fond sonore quoi. Oui, voilà, c'est ça. Alors, il y a des personnes d'ailleurs qui nous écoutent. Cinédia qui propose Crazy Time. Non. C'est la seule qui propose des trucs d'ailleurs. Voilà. Alors, ouais, qu'est-ce qu'on a? Non, il y a Quentin aussi, il y a Rolex. Time Bomb. Story non plus. À l'heure du crime. Alors, je vous invite quand même à aller voir si les jeux que vous proposez là, parce que vous allez à fond la caisse, mais regardez, allez voir si s'il y a des autrices ou pas. Hein. Alors, il y a un mot qui est pas déconnant quand même dans ce qui revient dans le chat. Effectivement. Ouais. Mais j'avoue que je connaissais pas le jeu, moi. C'est un peu lié à l'indice. Donc, il y a une notion de pendule. En dehors des radars, effectivement. Il y a de la pendule, en tout cas. Il y a de la pendule, exactement. Merci, Lucas. Si tu adores mes lunettes, écoute, j'en peux rien, c'est pas moi qui les ai construites, mais je les aime bien aussi, quoi. Alors, demain, je t'ai tué. Non. Mais demain je t'ai tué, d'ailleurs c'est un jeu, j'avais tellement envie d'y jouer quand il est sorti et j'ai pas eu l'occasion et là ça m'est complètement sorti de l'esprit et il y a quelques jours je crois que j'ai vu une vidéo et j'avais pas envie de la regarder en fait. Tu vois, il y a des fois. Non, mais c'est fou en fait, parce que nous on n'est pas dans l'actu. En tout cas, moi je suis pas trop dans l'actu. Je la suis l'actu, mais je me hype pas non plus à fond, tu vois. Mais malgré tout, je me laisse prendre au truc, quoi. Et après, ça passe. Voilà. Alors, Time of Empires, non, là c'est clairement pas une autrice. The Loop non plus, c'est pas Clockworker, c'est pas Pendulum. Timeline non plus, c'est Fred Henry, je pense. Ça y est, on y est. Ah oui, il y a GameStef. Le GameStef. Mais GameStef, il a trouvé, il essaie un peu de trouver les autres. Tu vois, il est fair play, quoi. Mais au bout d'un moment, ça exagère un peu trop, là. Ça part dans n'importe quelle direction. Donc, nous sommes dans Time Collectors. Allez, bravo, GameStef. C'est ça, Time Collectors, qui est un jeu de Mareva Beauchamp et Florian Siriex. Et c'est son premier jeu à Mareva Beauchamp. Voilà. Ah, ok. Ok. Et alors, moi, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Caro, toi, tu as... Moi non plus, moi je connaissais pas du tout. Bon, et Mélodie, moi je dois être honnête. J'ai pas eu l'occasion d'y jouer parce qu'on me l'a offert il y a 2 semaines à peu près. Oui, et j'ai un peu honte parce que c'est un jeu de Florian Siriex et que c'est un petit peu mon co-auteur sur un proto. Et bon, faut pas lui dire que j'ai le jeu et que j'y ai pas encore joué. Tu vas lui faire personne ne répétera ici. Quoi. Non, mais après, si on commence à aller par là... Tu vas dire que t'as pas osé y jouer avant la dédicace. C'est ça. Le nombre d'auteurs qui seraient éventuellement vexés, entre guillemets, par le fait qu'il y a des personnes qui ont leur jeu qui n'y ont pas encore joué. Je peux te dire que ça, c'est un peu... c'est un peu un sport, c'est un peu le sport du hobby, quoi. D'avoir les boîtes et de ne pas y jouer avant quelques mois. Quelquefois, ça dure même plus, quoi. Qui prennent de l'âge, un peu comme... Ouais, c'est vrai que je l'ai vu passer. C'est un jeu qui est quand même super récent aussi. Alors attends. Ouais, 2023, donc voilà. Écoutez, c'est rien, voilà, c'est tout. Il y a 0 problème. On va quand même en parler un petit peu, non? Attends, moi je suis curieuse. Écoute, s'il y a quelqu'un dans le... Est-ce que c'est quelqu'un qui connaît le jeu dans le chat? Ouais, peut nous pitcher, tu vois. Et qui viendrait même sur du Discord pour nous faire un peu le pitch, tu vois, carrément, quoi.
Lucas, Alors, tu GameStep. dois lancer des dés, tu dois faire des set collections, on sélectionne des actions en temps réel, genre en même temps, et il y a du classement d'ouvriers. Et il y a une petite description là sur BGG. Alors, tu dois lancer 4 des 10. Et ensuite, tu dois les organiser pour sélectionner l'année où tu veux remonter le temps, enfin où tu veux voyager. Ok, d'accord. Ensuite, tu utilises des cristaux pour modifier tes résultats. Tu peux collecter des richesses du passé sur ton board personnel. Et tu dois collecter des choses, des achievement cards, des objectifs, j'imagine, et gagner la plus belle collection de tous les temps. Voilà. Donc en gros, tu roules tes dés, tu les modifies avec des cristaux, tu essaies de collecter un maximum de trucs pour en faire des set collections et marquer un maximum de puntos. Voilà. Tu lis en 3 langues différentes en fait les règles. Exactement. C'est hyper pratique. Et un salut à Tic Bisounours aussi. Le jeu. Qui vient de mettre un message, voilà, tout simplement. J'étais en train de regarder si on pouvait pas avoir l'auteur pour nous pitcher le jeu, mais il n'a pas l'air dispo. Ok. Oh, ça aurait été un honneur de l'avoir, tiens. Notre ami. Donc, écoutez, ça ouvre la curiosité, et c'est pas mal aussi. Hein. Alors, il y a peut-être de... Mais c'est une bonne transition, là. Moi, je voulais savoir, c'est quoi votre proto, du coup? Vous êtes en train de faire quoi? Voilà, c'est ce que j'avais demandé. On est en train de faire quoi? On est en train de faire un proto. En fait, ça fait depuis l'été dernier avec Florian qu'on travaille sur un proto ensemble. Qui est né un peu, j'allais dire un peu bêtement, enfin en tout cas c'était pas pensé à l'origine, c'était sur un événement ludique où il y avait pas mal de monde sur un week-end de jeu organisé par Caro du compte Jeux des Vignes sur Instagram. Et Florian était là et un soir j'ai demandé s'il y avait des personnes motivées pour faire une soirée ou une nuit proto et ça a été le seul à répondre présent. Donc en fait c'est un peu par défaut si je crée un jeu avec lui, je tiens à le préciser. Après c'est aussi quelqu'un qui a... C'est quelqu'un qui il a accepté quoi aussi, tu vois. Donc on se vanne souvent, mais oui, voilà. Donc en fait, ça a commencé à ce moment-là, quoi, cette nuit-là. Il y a quelques personnes qui se sont greffées à nous, dont Lucas, je crois, qui était dans le coin à ce moment-là. Et puis c'est né d'ici et on a continué à le travailler après un peu à distance. Donc pour le pitch dans les grandes lignes, c'est un jeu dans lequel on incarne des aubergistes qui vont accueillir chez eux des voyageurs qui ont parcouru un peu le monde entier et qui, dans leur dernier voyage, ont goûté une certaine recette qui leur plaît particulièrement et vont nous demander de leur servir cette recette. Et donc on va essayer de faire en sorte que tout le monde soit content, quoi. Pour ça va être un jeu de draft et de tableau building, voilà, avec un petit peu de gestion de ressources. Ok. Et comment ça se passe en fait? Parce que moi, c'est un truc que j'ai toujours été curieux de ce genre de choses. Là, tu collabores, alors si Lucas est avec vous aussi, vous collaborez avec un auteur réputé qui est installé dont c'est le métier principal. Et, en termes d'espace que vous avez, que vous sentez avoir en fait, comment ça se passe en fait? Vous avez décidé au départ de comment vous alliez travailler ou ça s'est fait de façon un peu intuitive et pas ensuite, du tout. quel espace il vous laisse en fait? Alors du coup c'est juste moi et Flo pour le coup on est que tous les deux dessus vraiment maintenant. Ouais. En fait, ça s'est fait de manière très spontanée au début. Il y a aussi quelque chose qui est un peu contraignant, c'est qu'on est à distance. Donc, quand on échange sur le jeu, c'est en visio, c'est au téléphone, c'est par l'intermédiaire d'un écran, quoi, en général. Donc, même ne serait-ce qu'au niveau des manipulations du jeu, etc., ça peut amener parfois un peu des malentendus. Il y a eu une période où on a joué chacun à 2 jeux différents, en pensant qu'on jouait au même jeu. Parce qu'il y a une petite nuance sur laquelle on ne s'était pas compris et où on faisait les choses différemment. D'accord. Bon, voilà. Après, ça peut avoir des intérêts aussi, sans doute. Après, au niveau de la place qu'il me laisse, bon, Florian, c'est un personnage qui s'affirme quand même. Donc, moi, des fois, ça me pousse aussi à devoir m'affirmer dans l'autre sens pour défendre mes idées un petit peu. Après, il y a aussi
quelque chose que dans l'ensemble je lui fais confiance parce que comme tu dis, il a du métier aussi, il a plusieurs jeux à son actif et si vraiment il me dit non ça marchera pas, bon bah j'insiste pas non plus quoi. Ouais, d'accord. Il y a quelque chose aussi, c'est que j'apprends quand même beaucoup à ses côtés où sur toutes les étapes en fait du processus créatif au tout début jusqu'à là Cannes dernièrement où on a présenté le proto à des éditeurs de jeux, c'était tout nouveau pour moi aussi cette étape là, donc il y a quelque chose un peu de l'ordre d'un tutorat où c'est quand même lui qui va prendre le lead un peu, mais dans l'échange et dans le processus créatif pour le coup je me sens complètement libre d'apporter mes idées, de discuter avec lui. Mais disons que lui, il a la méthodologie liée au fait qu'il c'est un pro dans le domaine et qu'il a en plus l'expérience. Ok. Oui, par curiosité, je suis allée voir sur son BGG. Alors, en effet, il y a pas mal de jeux là sur sa liste en tant que designer. Il y a The Art Project, il y a After Us, il y a Cowboy Bebop Space Serenade, l'Imaginarium, que vous connaissez sûrement, Mandragora, Nicodemus. Alors, il y a un jeu dont je ne sais pas s'il en est fier, mais il y a One Finger, le jeu du doigt. Oui, c'est lui. Ah oui, c'est lui. D'accord. Oui, c'est lui. Là, tu dis, il y a du bon comme il y a du mauvais. Hein. Ce jeu du doigt, c'est un running gag chez nous. Hein. Bah après, si tu prends la ludographie des auteurs... tu prends même les plus connus, hein, ils n'ont pas fait que des top jeux, hein, les plus connus. Hein. Oui, clairement. Parce qu'en fait, tu deviens connu si tu fais Terraforming Mars, donc tu fais un jeu et tu es super connu, mais tu deviens connu surtout parce que tu fais beaucoup de jeux. Et parmi les beaucoup de jeux, il y en a qui marchent très très bien, il y en a qui sont un peu plus moyens, et puis il y en a qui sont... un peu du consommable, un petit peu, j'ai envie de dire, un peu moins exceptionnel, quoi. Mais après, c'est normal, hein. C'est compliqué, quoi. Ok. Et en termes de fréquence, en fait, donc quand moi, c'est vraiment une question naïve, entre guillemets, hein. Vous êtes parti sur un objectif de temps, une deadline ou pas, oui, j'allais dire. La fréquence de travail, c'est quoi? Non, alors il n'y a rien de tout ça, ni deadline, ni fréquence vraiment prédéfinie. On a eu un peu des phases, c'est-à-dire que quand on est rentré chez nous après ce week-end où on a commencé le projet, on s'est dit attends, faut qu'on fasse quelque chose de ça, il y a peut-être quelque chose qui est en train de germer, qui peut être cool. Donc tout de suite après, on l'a pas mal travaillé pendant un mois et demi. D'autant que peu de temps après, il y avait Vichy et que lui, il avait un peu l'idée en tête derrière de se dire Vichy, on pourra peut-être avoir des premiers retours aussi. Et donc ça a été un peu notre première deadline. On est un peu rythmé par les événements comme ça aussi. La dernière en date, ça a été Cannes qui nous a boosté aussi, avant Cannes, à avoir quelque chose de présentable. Entre deux, on s'adapte au rythme de chacun, à quand lui il est dispo, quand moi je suis dispo parce que j'ai aussi mon boulot à côté. Autant lui aujourd'hui c'est son boulot de créer des jeux, autant moi c'est pas le cas, donc il faut que j'arrive à me libérer du temps aussi pour ça. Donc on n'a pas vraiment de deadline et on s'adapte. Ok. Et dans l'idée de financement, ça va être du crowdfunding, ça doit être de présenter le proto à des éditeurs, les deux. Là, c'est de présenter le proto à des éditeurs. En tout cas, c'est ce qu'on a déjà commencé à Cannes, à le présenter à quelques éditeurs. Donc on attend de voir ce que ça peut donner ou pas. En tout cas, on a eu des premiers retours, des choses... on sait sur quoi on doit éventuellement retravailler, rebosser. On a quelques éditeurs qui sont partis avec un exemplaire du proto, donc on verra ce que ça donne. Allez, cool. C'est cool ça, on croise les doigts. Tu avais une volonté ou c'est l'opportunité qui a fait l'histoire, ou t'as déjà un peu développé quelques protos, Moi, j'avais un petit carnet avec des idées. Ah ouais, d'accord. Vraiment des idées, plein d'idées, mais qui restaient dans ce carnet et qui sortaient pas du carnet. Ouais, c'est ça, c'est compliqué. Et donc ça a été vraiment pour moi la porte d'entrée à ces idées, faut en faire quelque chose et d'ailleurs pour ce proto là, on est parti d'une idée de mon carnet en fait à la base qui aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce qu'on est en train de faire, mais on est parti de là quand même à ce moment-là. Et du coup depuis je m'amuse un peu aussi à ressortir ces choses-là et à le passer davantage en concret, j'essaie de me consacrer du temps là-dessus. Et donc là, j'ai ce proto-là avec Flo qui est le plus gros proto en cours, mais à côté, j'ai un autre proto avec un autre co-auteur
et 2 petits protos toutes seules, où j'essaye un peu de me challenger aussi avec des petits objectifs. Voilà. Allez, c'est cool ça, c'est chouette. Allez, c'est trop bien. Et je vous engage à tous dans le chat, tu as fait un très, comment dire, une analyse des situations qu'on retrouve très fréquemment. C'est des personnes qui ont des projets un petit peu comme des rêves, des choses un petit peu cachées. Voilà, de temps en temps, des petites notes dans un carnet, vous y pensez comme ça, et à un moment donné, il y a une opportunité. Mais quelquefois, l'opportunité, elle ne vient pas, parce que c'est un peu lié aussi au hasard, quelquefois, tu vois. Et si vous avez des petits carnets comme ça, il faut, à un moment donné, le monde fait que il faut avancer de nos jours. On ne peut pas se dire le futur, il n'est pas forcément, il va pas forcément aller dans le sens auquel on pense aujourd'hui, quoi. Les choses peuvent beaucoup changer, et puis donc il ne faut pas perdre trop de temps, j'ai envie de dire. Après, c'est peut-être qu'un ressenti personnel, mais ouais. Voilà. Et puis une idée, j'ai l'impression qu'une idée qu'on laisse dans un cahier, on en perd l'essence quand on revient dessus aussi, alors que quand elle arrive, il y a vraiment quelque chose où, en fait, c'est le moment, c'est maintenant qu'il faut travailler dessus et en faire quelque chose. Mais c'est un encouragement, effectivement, Caro, tu fais bien de le préciser. C'est aussi un retour d'expérience, en fait. Moi, j'ai jamais travaillé dans autre chose que des projets que je mettais en place. Donc, je sais que c'est pas évident pour tout le monde, mais franchement, c'est pas si effrayant que ça, hein, de se dire, tiens, je vais essayer de faire vivre mon projet ou de faire vivre mon idée. Dans tous les cas, l'expérience est intéressante. Même si, au début, franchement, si c'est votre premier projet perso, il y a très peu de chances que vous le meniez au bout de la façon dont vous l'avez idéalisé, quoi. Mais c'est hyper enrichissant. Mais voilà, en fait, c'est juste une expérience. Ne serait-ce que pour comprendre le processus et comment ça fonctionne, comment nous on fonctionne quand on met en place ces projets et pour plus tard pouvoir en faire d'autres, quoi. Voilà. Et Punchy qui nous fait une punchline magnifique. Il était silencieux là depuis quelques minutes, il nous préparait quelque chose. Et effectivement, à mon avis, le jeu du doigt, c'était une idée qui était dans le carnet de Florent et c'est Florian d'ailleurs. C'est Florian, ouais, c'est ça. Voilà, mais c'était juste une blague comme ça. Et à un moment donné, il s'est dit par une sombre soirée d'hiver, il s'est dit je vais le faire, quoi. Peut-être retour d'une soirée arrosée ou quoi. N'empêche, on en parle beaucoup maintenant. Hein. Mais oui. Mais oui. Et tu sais que, honnêtement, hein, je sais pas à quoi ça ressemble. C'est-à-dire que si quelqu'un qui n'est pas dans le monde du jeu me parle je pourrais parler du jeu du doigt à quelqu'un qui n'est pas dans le monde du jeu, sans savoir ce que c'est réellement, en fait. Et je sais même pas si ça existe réellement. Je suis en train de me demander, il y a combien d'auteurs pour le jeu du doigt? Il y en a quand même 2. Il y en a quand même 2 des auteurs de... Attends, on va aller voir à quoi ça ressemble, ce jeu du doigt-là. Ça, c'est plus pour moi que pour vous, en fait, parce que à force d'en parler ou d'en entendre, finalement, je sais jamais si c'est vrai ou pas, ce truc-là. Attends, Oui, bien sûr que c'est vrai. Oui. Ça s'appelle One Finger sur BGG. Ah non, c'est trop tard, j'ai juste donné ma boîte. Goldfinger One Finger, comme 1, 2, 3, ouais, one. Okay. One Finger. Ah oui, c'est 2022, quoi. C'est pas si vieux. Hein. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais à Cannes, ils avaient même mis les affiches. Ils avaient mis une énorme affiche. Ils ont fait beaucoup de pubs. Non, ils ont peut-être pas mis d'affiches, mais ils ont mis des ça y est, je me rappelle, posters dans les toilettes des filles. Ouais. Alors, je peux pas dire s'ils ont fait la même chose sur les toilettes des garçons, parce que je n'y étais pas. Mais tu fermais la porte, tu t'assuis sur ta cuvette et tu voyais essayez le jeu One Finger. Oh, le jeu du doigt. D'accord. J'ai eu l'occasion déjà de voir cette page sur BGG là, ouais, je me rappelle maintenant. Et le co-auteur, c'est Benoît Turpin, donc le Welcome, notre ami Welcome, quoi, entre autres. Ok. Ils ont pas mal de jeux tous les deux ensemble, je crois que c'est un partenariat qui fonctionne bien. Ouais.
Oui, c'est vrai. Allez. C'est vrai. Fois, C'est pour ça qu'ils fait ont le jeu, des quoi, mais Oui, c'est ça, quoi. mais ça fonctionne bien. Ça fonctionne Well, plus ou moins. bon, on va partir sur le. Alors, on va partir. Oui, c'est vrai que j'allais dire, c'est un peu glauque. Ouais. À mon avis, il y avait One Finger dans les toilettes des garçons aussi, je pense. C'est ça. Si c'est que dans les toilettes des filles, ouais, c'est un peu glauque. Je pense pas. À mon avis, c'était dans les deux. Ça n'en reste pas pour autant moins glauque, quoique si, un peu moins glauque quand même. Au moins, sous cet aspect-là, quoi. Allez, on est parti pour l'indice suivant. C'est le 3e jeu des jeux d'autrice ce soir avec Mélodie. Et non, c'est facile. Hein. Approchez-vous. Je vais laisser tout le monde s'approcher de son clavier. Tête de slip et Panic Boy, si vous avez fini votre vaisselle, rapprochez-vous du clavier. Et c'est parti. Go pour l'indice. Ça va être rapide là. D'autant plus que comme un abruti, j'ai spoilé le truc déjà. En même temps, c'était un cadeau pour ceux qui étaient là au début, quoi. Ouais, ça c'est Ah non, mais cadeau. le 10 ans, je dis, mais enfin, Allez, qu'est-ce que c'est je bon. dis, quoi. Allez, ça c'est fait. Eh, Fanny Ah bon, Bob, la fin, on non, réussit à dire Cubert. c'est Punchboard de médias. Allez, Alors, tout le monde. Jérémy, je crois que c'est ton premier point, il me semble. Tout le monde, oui, déjà je vous entends. Mais Steve n'est pas là, mais j'en connais quelques-unes. S'il n'est là pour pas la nommer, qui va peut-être utiliser l'argument de je l'avais tapé avant, c'est la connexion, hein. C'est ma connexion qui a mis le message après. Mais bon. En tout cas, il y en a qu'un qui pourra pas dire ça et qui s'est trompé, c'est Bob qui nous a dit Q-Bird. Je tiens à le pointer du doigt. Bah après, si le jeu est édité par une autrice, on en parlera, je vais aller vérifier ça. Alors le méga connu, le méga hit, pour faire utiliser un terme qu'on utilise dans la musique, Wingspan, évidemment, le magnifique Wingspan. T'as pris l'oiseau le plus mignon de tout Oui. Google Images. Tout à fait, pour une fois. Alors Qui, moi, fait vraiment partie de mon top 3 jeux, je crois, hein, Wingspan. Ouais, j'allais te poser la question, en fait. Ouais. Il n'est pas là par hasard, celui-là. Celui-là, il est vraiment pas là par hasard. C'est un des jeux les plus anciens, peut-être. Alors, les plus anciens dans le sens que j'ai depuis le plus longtemps dans ma ludothèque, au final. Et vraiment un des jeux que j'adore. Enfin, dans mes 2 premiers jeux, on va dire, il y a Wingspan et il y a It's a Wonderful World, qui sont des jeux que je peux ressortir sans m'en lasser, quoi. Ça, c'est drôle, je me demandais si Wormspan était de la même autrice, mais alors pas du tout. C'est Connie Vogelmann, alors c'est une autre femme. Non, c'est pas du tout. Et en effet, non, c'est pas du tout, mais c'est une autre autrice, du coup. Pour Wormspan. Ouais. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de tester les deux pour comparer. Salut Jeux Dice, bienvenue. On parle des jeux d'autrice ce soir. Salut. Non, j'ai pas essayé le nouveau avec les dinosaures. Ouais, moi non plus. Par contre, Wingspan, je sais pas si ça vous a fait la même chose. Et Zoidberg, je fais référence à cela écrit Zoidberg et je suis d'accord avec lui. Moi, j'ai mis quelques parties avant de rentrer un peu dans le jeu. Au début, j'étais pas trop. C'était un peu, je sais pas, c'était un peu bizarre la sensation. 2-3 parties comme ça. Et ensuite un sentiment de paisible comme ça. C'est un jeu que je trouve qui te met dans un bon état d'esprit. Je sais pas si vous avez eu cette même sensation, vous. Mais non, moi je trouve c'est un jeu qui est agréable. Déjà, il est beau, il est agréable à manipuler. Moi, j'adore. Alors, tout à fait. Si on retire les petits bouts de plastique qui sont un peu dommages là dans les boîtes en plastique, je trouve ça dommage avec toute la qualité du reste du matériel. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a quelque chose d'assez satisfaisant. On a toujours moyen de faire un truc intéressant et de scorer d'une manière ou d'une autre. Ouais. Tout à fait. Et on n'a jamais la sensation d'être complètement bloqué, quoi, dans Wingspan. Tout à fait. Mais ça, c'est une mécanique, ou du moins, c'est un parti pris de beaucoup de jeux, notamment des jeux à partir de la catégorie
Mais non, un peu dans toutes les catégories en fait, même dans les jeux experts, on voit ça de plus en plus. Alors expert entre guillemets, hein, parce qu'il y a eu tout un discours hier soir sur la chaîne de Punchboard le Média avec Simon qui ils ont beaucoup parlé de cette chose-là et moi je suis d'accord avec eux. Le terme expert est pas vraiment approprié, il est pas très joli. Bon, ok, mais c'est pour comprendre de quoi on parle simplement. Il y a cette dynamique de on fait des choses. Que l'on soit fort ou pas au jeu, que l'on le maîtrise ou pas, que l'on soit super compétitif ou pas, dans tous les cas, il y a un côté très satisfaisant lorsqu'on joue à... Je prendrai comme exemple Ultime Ark Nova. Ark Nova, c'est un jeu... même à des personnes qui ne jouent pas forcément régulièrement, c'est très facile de rentrer dans la partie et c'est très satisfaisant parce qu'il y a toujours des petits trucs à faire en fait. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. C'est vraiment cool. Et moi, j'avais une question. Est-ce que vous lisez le nom des oiseaux lorsque vous les jouez? Ouais, moi oui. Moi, je trouve ça m'arrive ponctuellement. Alors, il y a même une époque où j'utilisais l'application qui faisait les sons des petits oiseaux. Il y a une application qui existe comme ça. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai abandonné. C'était un peu chiant à utiliser. Oui. Mais je trouvais ça sympa sur le côté... Bon, les noms des oiseaux, oui, je crois que je les lis après les petites explications en bas, les petites phrases, on les lit plus forcément. Sauf si on a autour de la table un joueur hyper lent qui met vraiment 3 plombes à faire son tour de jeu. Alors là, je prends plaisir à analyser tous les oiseaux que j'ai devant moi, quoi. C'est vraiment le moment où ces petites lignes, on est content qu'elles soient là. Ah oui, ça c'est pas faux, ouais. Moi aussi du coup. Et moi je trouve j'ai pas pensé ça comme ça, mais en effet, quand t'attends ton tour, tu commences à dire des trucs. Ouais, c'est ça. Et c'est très, mais ça participe à être impliqué dans le jeu, être immergé et je suis en train en même temps de lire le truc. Et Punchboard le Média, il a raison. C'est un jeu qui, alors je cite, hein, c'est un jeu qui a vrai propos. Alors, t'écris pas très bien français, Punchboard, mais c'est pas grave, on te comprend. Très intéressant côté game design et qui prouve qu'on peut aussi sortir des thèmes traditionnels du monde ludique. Hargrave est une créatrice très intéressante et militante. Et on est tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait. Et juste pour répondre à Bob Lafro, Ark Nova, franchement, une fois que tu as fait 1 ou 2 parties, ça va assez vite. Hein. Alors je ne dirais pas que tu vas mettre 1 heure, hein, mais un petit 2 heures, franchement, tu peux plier le jeu. Hein. Après, c'est comme tous les jeux, hein. Une fois que tu les maîtrises un peu, ça va vachement plus vite, quoi. Enfin, à part exception. Toi, ton type de jeu hors professionnel, ton type de jeu favori, si tu as un type de jeu favori. Oh là là. Je suis pas sûre d'avoir un type de jeu favori, une mécanique favorite ou quelque chose comme ça. Je pense que ça va beaucoup dépendre des personnes avec qui je vais jouer aussi. Dans ma famille, on a l'habitude de jouer beaucoup. On va facilement jouer à du jeu initié, du jeu expert. Avec mon copain qui joue pas beaucoup, on va être sur du jeu d'enquête par exemple, parce que ça lui parle et moi j'adore aussi. Et je pourrais vous parler des Detective Box qui sont pour moi les meilleures box d'enquête qui existent au monde, quoi. Vraiment une expérience hyper immersive et trop chouette. Mais je pense pas avoir vraiment de type de jeu prédéfini, si ce n'est que je prends quand même plaisir moi dans les jeux où il y a un minimum de planification. Oui, ok, d'accord. Je peux anticiper un petit peu ce que je vais faire, ce que je vais mettre en place et voilà. Dans l'idée. Et si je peux me permettre, ça n'a rien à voir du tout, mais je profite de ma prise de parole pour faire taire une rumeur que j'ai vue passer dans le chat tout à l'heure, où on me dit que j'oublie Planet Unknown. Non, c'est pas vrai. Planet Unknown est aussi très fort dans mon cœur après Wingspan et It's a Wonderful World. Voilà. Et tu as bien fait de faire taire la rumeur, parce que ça commence comme ça et après on sait pas jusqu'où ça va, quoi. Très bien. Planet Unknown. Écoute, je suis ravi qu'il y ait des personnes qui le mettent dans leur top. Parce que c'est pas mon cas, mais en même temps, c'est parce que c'est une mécanique que je n'apprécie pas des masses, en fait, d'une façon générale. Ah, t'aimes pas jouer à Tetris? Non. Parce que je suis pas fort, en fait. La première fois qu'on me l'a amené sous les yeux, j'ai dit, j'aime pas les jeux de polyomino. Donc, je vais pas aimer ce jeu. C'est ça. Et en fait, j'ai adoré. Ok.
Après, Lucas a raison, il est un peu chéros. Ouais. Non, mais Lucas, non seulement il a raison, mais il apporte aussi, il m'apporte un petit peu une petite aide par rapport à. J'ai pas non plus trop kiffé le jeu. Déjà, quand un jeu est super cher, j'ai un a priori en fait. Et là, peut-être ça n'est. Voilà. Combiné avec le fait que les polyomino, c'est pas trop mon truc, d'y avoir joué avec le prix, tout ça, peut-être que ça m'a reconditionné dans un dire bon, mais c'est pas grave. Donc voilà. Mais bon, après, c'est un jeu qui fonctionne bien. Et, Donc, je vois que votre chat partage pas mon avis quand même, effectivement, dans l'ensemble. Mais... Oui, bon, mais ça, tu sais. Je crois que j'aime bien les jeux avec des pistes aussi, la satisfaction là, de monter les pistes puis d'avoir des combos et tout. Voilà. Ouais. Ça me fait plaisir. Mais je trouve qu'il a une mécanique il y a un côté original qui associe à la fois les pistes où tu montes plus les polyomino. On ne trouve pas ça beaucoup en fait. Donc les pistes qui montent, on voit ça souvent. Les polyomino aussi, mais les deux ensemble, j'ai pas trop de mémoire d'autres jeux qui ressembleraient à ça. Et donc. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'interaction entre joueurs, à part ton camembert au central que tu te fais tourner. Bon, et les objectifs. Ici, il y a les objectifs, Bon, dans Wingspan non plus, Caro. Oui, c'est vrai. Franchement. Tu draftes les cartes quand même. 80% des jeux auxquels on joue, il n'y a pas des masses d'interaction. La mécanique ne te met pas dans une situation d'interagir en fait. Bon, ça c'est. Non, c'est vrai. Voilà. Après, nous, Caro, franchement, quand on joue en irréel, est-ce qu'on a besoin que le jeu nous procure de l'interaction? On se la fait nous-mêmes, l'interaction. On n'a pas besoin de. Tu vois, chacun son rôle, quoi. Oui, on se fout des baffes en vrai. C'est ça. Mais c'est vrai que quand on joue, pour moi, drafter des cartes, c'est suffisant pour dire qu'il y a d'interaction dans un jeu. Moi, drafter des cartes, moi déjà, je veux ma carte. Quand on me la prend, je suis assez vénère. Mais ouais. L'interaction quand ça draft, c'est bon. Il y a assez d'interaction comme ça. Okay. J'ai pas besoin de plus. Bien, alors, Mélodie, nous faisons régulièrement un petit peu une page géographie dans l'émission. Et donc, on en a parlé un petit peu avant. Je voulais savoir si tu étais OK pour nous donner cette information. Et voilà, par curiosité, un petit peu de quelle zone en France es-tu? Et enfin, dans quelle zone vis-tu? Voilà. Moi, je vis en région centre, en France, et plus précisément, j'habite vers Bourges. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, je sais pas trop pourquoi je suis arrivée là, et je regrette un peu quotidiennement d'être partie de Tours, où j'habitais avant, qui était une ville vivante, et surtout une ville dans laquelle j'avais mon bar à jeux d'amour, et dans lequel j'ai ma boutique de jeux d'amour, et dans lequel je continuerai à aller acheter mes jeux, même s'il faut que je fasse 2 heures de route pour aller acheter mes jeux. Mais c'est pas grave, je continuerai à le faire. Et voilà, dans l'idée, après, voilà, globalement, j'ai vécu en région centre, je suis née près d'Orléans, j'ai fait mes études à Tours, et là, je travaille vers Bourg. Ok. Et entre-temps, j'ai fait un petit tour dans le sud et un petit tour dans le nord. Mais... Ok. Est-ce que je me trompe pas en disant que l'accent, le français sans accent, c'est le français qui est parlé à Tours? Vous avez déjà entendu ce truc-là, vous? Je sais pas s'il y a ce truc-là. Après, je pense qu'effectivement, dans la région centre, on est assez neutre au niveau de l'accent. Ouais, il me semble. Je pense qu'on n'a pas trop d'accent et même pas tellement d'expression, tu vois. Enfin, ça me paraît pas déconnant. J'ai pas entendu ça, mais ça me paraît pas déconnant en tout cas. Ouais, c'est un peu neutre, il me semble. Oui. Alors, nous avons la coupure pub là pour certains. Moi, je l'ai pas. Mais bon, il y en a qui. Moi, je l'ai pas non plus. Bon. Bob, il l'a eu en premier, puis il l'a plus. Et maintenant, c'est Cinélia qui l'a, et j'espère que maintenant, elle l'a plus. Oui, voilà. Moi, pas donc, pub. pour ceux qui étaient sous pub, sous infusion publicitaire, Mélodie, donc, elle vient du centre. Et c'est drôle parce qu'en fait, dans mon imaginaire, Bourges, c'est pas au centre, c'est déjà un peu en dessous de Paris, tu vois. Bah oui, mais Paris, c'est pas au centre en fait. Paris, c'est un peu dans le nord déjà. Ouais, c'est ça. Après, oui, Bourges, c'est le sud de la région centre. D'accord. Pour moi, le centre, si tu veux, pour la mettre simple, c'est Clermont-Ferrand.
Alors, moi, je passe quand je vais travailler, parce que je me déplace un peu partout dans le département, je passe par un petit village, qui est vraiment un petit village qui s'appelle... Alors, j'espère que je vous donne pas le mauvais nom, mais je crois que c'est celui-là qui s'appelle Bruyères-à-l'Échamps et dans lequel, au milieu du village, il y a un panneau comme quoi c'est le centre de la France. Et a priori, si tu coupes effectivement dans les deux sens, ça tombe ici. Donc, on est vraiment dans le centre de la France. Ok. Très bien. Bon, mais écoutez, moi, je vais changer ma vision un petit peu... trigonométrique. C'est parisien qui parle. Ma vision trigonométrique de la phrase. Ben non, en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que toi, tu as une vision parisienne, moi j'ai une vision, en tout cas en France, et j'ai jamais vécu qu'à Toulouse. Et bon, ça fait longtemps que je vis plus à Toulouse. Mais pour moi, à partir de Clermont-Ferrand, tout ce qui dépasse Clermont-Ferrand, c'est le nord, quoi. Et donc, c'est pour ça que c'est un peu le point de référence où on se dit, bon, ben... Voilà, c'est le centre, parce que tu peux pas dire que c'est le nord. On ne peut dire que c'est le nord qu'à partir où tu dépasses le centre, quoi. Mais donc, mais là, je te rejoins, Punchboard, à fond la caisse, que c'est le centre émotionnel du jeu de société, c'est Toulouse, entre autres. Toulouse est le centre aussi émotionnel de plein d'autres choses. C'est aussi, ça fera plaisir peut-être à Bob qui est dans le chat que je le spécifie, alors je le spécifie. C'est aussi le centre de l'hypnose de rue. Voilà, c'est une information que je lâche comme ça. Je fais de l'hypnose depuis des années, et notamment de l'hypnose ludique et de l'hypnose de rue, et c'est un peu apparu à Toulouse. Donc voilà. D'accord. Mais dis-nous ce que c'est, dis-nous ce que c'est. Maintenant. Oui, raconte un peu. Alors, en fait, je vais raconter ma vie. Là, je vais raconter ma vie. Si je suis psychologue aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait des études de psycho, et si j'ai fait des études de psycho, c'est parce qu'un jour, je me suis intéressée à l'hypnose. Par pure curiosité, en me disant mais quand même ce Mesmer là qu'on voit à la télé, je pense que c'est gros, c'est pas possible, ça marche pas comme ça. Et puis en essayant de me renseigner, je suis tombée sur des personnes qui faisaient de l'hypnose de rue. Et de l'hypnose de rue, c'est des gens dans la rue avec une pancarte hypnose gratuite et qui proposent aux gens d'essayer une séance d'hypnose, de vivre l'expérience avec pour objectif de démystifier l'hypnose. Donc avec un objectif un peu contraire à ce qu'on voit en hypnose de spectacle à la télé, pour montrer aux gens que oui, ça existe pour de vrai, que oui, ça marche, que oui, ça peut être fun et hyper agréable, et qu'on peut en faire surtout plein de choses différentes, qu'il y a un panel d'applications énorme, que ce soit pour du thérapeutique, que ce soit pour du développement personnel, tout ça. Allez, donc moi je me suis dit vas-y, moi aussi je vais prendre une petite pancarte et puis je vais faire comme eux. J'ai commencé par là et petit à petit je me suis formée donc à l'hypnose ludique d'abord, puis à l'hypnose thérapeutique ensuite, et en me formant à l'hypnose thérapeutique j'ai dit non mais là il y a trop de choses trop chouettes qu'on peut faire avec l'hypnose et trop de choses trop chouettes qu'on connaît pas sur le fonctionnement inconscient, etc. J'ai envie d'en connaître plus, donc je suis partie en psycho et donc je suis arrivée là où je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, je continue encore, moi, dans ma pratique pro, avec les jeunes, parfois, à utiliser l'hypnose pour gérer l'anxiété, par exemple, ou ce genre de choses. Et d'ailleurs, dans ton cursus d'études, vous abordez l'hypnose ? Non. Non. Si on l'aborde dans notre cursus d'études, on va l'aborder comme l'hypnose d'il y a longtemps, l'hypnose du temps de Mesmer, mais pas le Mesmer qui passe à la télé. Ouais. Et en fait, qui est une hypnose qui a rien à voir du tout avec celle qu'on connaît aujourd'hui, celle qu'on pratique aujourd'hui. Et on l'utilise assez peu. Alors il y a des ouvertures à ça, mais en tout cas, c'est pas... On ne nous le présente pas vraiment très concrètement, et si on s'y intéresse, c'est à nous de nous y former par nos propres moyens à l'extérieur via d'autres centres de formation. D'accord. Ouais, c'est pas du tout reconnu, c'est pas du tout. C'est pas connu et c'est pas reconnu. En fait, c'est une pratique comme plein de médecines alternatives qui est pas reconnue, et aujourd'hui n'importe qui pourrait s'installer en tant qu'hypnothérapeute en France. En fait, il n'y a pas de formation professionnalisante, certifiante. Ouais, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, comment tu as fait au tout début, en fait ? Tu as regardé 2 tutos YouTube et tu as fait de la pratique? Non, quand j'ai cherché justement sur Internet comment ça pouvait fonctionner l'hypnose, je suis tombée sur un forum qui s'appelait Street Hypnose. Et sur ce forum, j'ai commencé à discuter avec des gens qui pratiquaient l'hypnose de rue. Et quand je me suis présentée, il y a quelqu'un très vite qui m'a répondu « mais en fait, on n'habite pas loin l'un de l'autre. Si tu veux, viens avec moi. Samedi, je suis à Orléans, je vais faire de l'hypnose de rue. » J'ai dit trop bien, je vais aller voir comment ça se passe, comment ça marche. Moi, vivre l'expérience, ça m'intéresse aussi, de voir qu'est-ce qu'on ressent quand on est hypnotisé, etc. Et donc ça a commencé comme ça. Et il m'a emmené, j'ai dit mais c'est trop bien, moi aussi je veux savoir faire ça, moi aussi je veux continuer à être hypnotisée parce que ça aussi c'est chouette. Aujourd'hui j'utilise l'auto-hypnose aussi ponctuellement pour certaines choses. Et
Et voilà, ça a débuté comme ça. Comme quoi, c'est Allez, encore un dis peu donc. une histoire d'opportunité. Et, si vous êtes curieux, si vous avez envie de voir des choses et de découvrir des choses, bah, allez-y. Ouais, quoi. tout à fait. Bah écoute, tu nous fais un double message de vous écrivez dans vos carnets, essayez de les prendre, aller quelques pages un peu en avant et essayer de mettre en pratique toutes ces choses-là, quoi. Courage et voilà. Dans tous les cas, c'est de belles expériences, très chouettes. Et on va saluer Togepi Board Game, le Toulousain, si je me trompe pas, qui est du côté de Bordeaux maintenant. Là, notre Miss Valérion, évidemment, qui est là. Miss Valérion, c'est ma camarade de jeu quotidien, en tour par tour sur BGA. Elle est... Et il y a des semaines où on est plus... où je suis plus souriant que d'autres, à cause ou grâce à elle. Tu vois, ça dépend un peu. Le Wonder Seb, j'espère que tu vas bien aussi. Installe-toi. On parle de jeux d'autrice ce soir à tous ceux qui viennent d'arriver. Et il nous reste encore quelques jeux à aborder. Nous sommes avec Mélodie de Meeple Bubbles. Alors, Punchboard, qu'est-ce qu'il en a? Il connaît surtout des personnes qui hypnotisent, surtout des hypnoses de boutique. Mais tu sais, en fait, le truc, ça s'appelle des vendeurs, en fait. Moi, il y a un truc qui est... D'ailleurs, est-ce que tu as une expertise par rapport à cette chose-là? Le côté collectionnite du hobby. Je m'explique, je vais prendre mon cas particulier, comme ça c'est un petit exemple concret. Est-ce que tu pourrais éventuellement donner une petite analyse? Sur un suivi psy en direct, oui, c'est ça. Un cas clinique, quoi. Un cas clinique. Mais, un collectionniste de pâtes. Mais réellement, je pense que c'est un cas clinique en fait. Tu rentres dans un magasin de jeux, je ressors avec un jeu d'office. Ah putain, moi aussi. Mais c'est d'office. Là, on a besoin de la même thérapie en fait. Je vais pas pouvoir t'accompagner là-dessus. Moi aussi. Et mon mec me fait la réflexion à chaque fois. Et j'arrive devant une boutique de jeux, je dis non, aujourd'hui je passe juste pour dire bonjour et je ressortirai avec rien. C'est ça. Bah non. Bah non en fait. Je ressors avec un truc. C'est fou, hein. Mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est un peu un problème. Enfin, c'est une pratique que toutes les personnes qui sont dans le chat là vivent et subissent pour certains. Mais c'est dingue. Encore, je pense être raisonnable parce que j'ai pas une ludothèque si énorme, je pense. Je tourne autour de 150 jeux à peu près et je les fais tourner en fait. J'achète régulièrement, mais un jeu que je ne sors pas au bout d'un certain temps, je me dis j'ai pas suffisamment envie d'y aller pour qu'il reste dans ma ludothèque. Ok, il avait l'air chouette, mais si je l'ai pas sorti, c'est que j'arriverai pas à le sortir. Ou un jeu que j'ai joué mais auquel j'accroche pas, ou alors je vois pas avec qui je vais pouvoir le sortir, je vais faire tourner, je vais revendre et puis je vais en acheter d'autres, ou enfin voilà, l'objectif c'est d'avoir la ludothèque parfaite quoi, avec les jeux que j'aime et qui sortent. Mais ça par contre c'est une démarche qui est de plus en plus faite, mais notamment par les personnes qui sont un peu plus jeunes en fait, parce que vous êtes plus dans cette dynamique de on achète, on revend, sur les réseaux c'est facile, t'as des groupes, moi franchement c'est flemme quoi. Je te le dis franchement, déjà faire la photo, poster l'annonce, déjà ça c'est flemme. Alors imagine le truc de l'envoyer, d'aller au point relais ou d'aller à la poste pour envoyer le truc. Alors moi je passe directement en circuit fermé, je les dépose au broc jeux organisé par Sortilège, ils me les vendent en boutique, je récupère l'argent pour racheter des jeux chez eux. C'est parfait. C'est ça. Ah, c'est bien ça. Voilà. Alors on a Togepi qui est en train de mytho, mais un max quoi. Je crois que c'est un des plus gros mythos de la soirée là. Nous avons aussi une tentative de mytho de la part de Dolmore qui nous dit je ne suis pas ressorti du festival. Attends. Je ne suis pas ressorti du festival ludique. À mon avis, il parle de Cannes, j'imagine, avec un jeu. Et bon, il a juste acheté un JCC, ok. Non, mais on est tous contaminés. Un Via Magica pour jouer en famille, ça va. C'est limite recommandé que tu achètes un jeu pour toute sa famille. C'est pas pour nous, c'est pour les autres. On est obligé d'acheter. Ouais.
Après, franchement, quand on s'intéresse à ce hobby, qu'on le pratique de plus ou moins régulièrement, soit avec des amis, soit avec un club de jeu, soit si on commence à aller un petit peu sur les festivals, qu'on est sur les réseaux, on suit pas mal de personnes, enfin voilà, qu'on est un peu, on regarde des chaînes YouTube qui parlent de jeux de société, ils nous conditionnent bien quand même pour acheter des jeux, hein, franchement. Hein. Chaque semaine, il y a un jeu qu'il faut qu'on ait absolument, quoi. Si on suit un peu le truc. Et c'est vrai qu'en soi, c'est de beaux objets, dans tous les cas. Et puis, les gens qui achètent des jeux, c'est qu'ils ont les moyens de les acheter, sinon ils ne les achètent pas, quoi. Enfin, tu vois. C'est quand même pas un hobby où tu vas te ruiner et tu vas mettre en péril de faire manger tes enfants à cause du jeu de société. Ça dépend combien de jeux t'achètes dans le mois, quoi. Ouais, mais c'est compliqué quand même d'atteindre des chiffres. Si tu préfères acheter un jeu que nourrir tes gosses, il y a un problème quand même. Oui. Non, mais après, je veux bien croire qu'il y ait des personnes qui aient fait des trous dans la caisse en prenant des Kickstarter ou en prenant des all-in en léchant. Bon, ok, d'accord. Mais d'une façon générale, bon, ça reste. Voilà. C'est juste de l'argent que tu mettras pas ailleurs, mais bon, en même temps. Vous avez bien qui dit c'est un hobby de riche. Alors moi je trouve pas que c'est un hobby de riche. C'est assez démocratique dans le sens où t'as tous les prix, t'as énormément de choix en nombre d'occasions. Si tu veux jouer, tu sais jouer quoi. Tu peux jouer. Alors si tu veux pas acheter, il y a le grenier ludique quoi. Exactement. Caro, il y a une demande de conseil. Ça nous arrive rarement, mais on aime bien. Ça flatte un peu l'ego, ça nous fait bien plaisir. Il y a WonderSeb qui nous demande s'il a besoin d'un avis avant d'acheter Lisboa de Lacerda. Est-ce que l'une d'entre vous pouvez répondre à cette question? Absolument. Si tu aimes les gros jeux bien compliqués, oui, Lisboa, ça le fait. Alors moi je l'ai pas essayé, mais j'ai entendu que du positif. À part le fait que ce soit trop long, mais bon, c'est du Lacerda et tu sais ce que tu achètes quand tu achètes du Lacerda, quoi. C'est ça. Mais Lisboa, c'est un de ses meilleurs. C'est un de ses meilleurs, effectivement. C'est un de ses meilleurs, mais moi, de tout ce que j'ai essayé, j'ai adoré le galériste. Ouais, tout à fait. C'est le plus, j'ai envie de dire, entre guillemets, accessible. Très thématique. C'est vraiment tout à fait. Écoute, j'ai envie de dire que la réponse est dans ta question. Déjà, quand tu te poses la question d'acheter un Lacerda, c'est que t'aimes les gros jeux bien longs. Oui, voilà, c'est que t'as une curiosité. Et moi, j'ai envie de dire, laissez-vous aller à vos curiosités. Franchement, Lacerda, mais quel homme exceptionnel, quoi. Voilà. Moi, je suis un grand fan. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à Essen il y a quelques années. Je lui ai demandé c'est quoi ton jeu préféré de tout ce que tu as pu créer. Et il me dit c'est toujours le prochain qui va sortir. Ouais, ça m'étonne pas. Mon préféré, c'est le prochain qui arrive. D'accord. Tu m'étonnes pas. Autopub, c'est très bien. T'es d'ailleurs... Kanban EV, moi c'est mon top 1 depuis très 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 longtemps. C'est mon jeu préféré ever. Même si j'y joue pas souvent en fait. Mais waouh quoi. Mais bon, si vous voulez essayer à Lacerda, je vous conseille Galériste. Après les autres, je connais pas bien, je les connais plus trop. Mais alors par contre, non, WonderSeb, tu sais ce qu'on va faire? Voilà, moi je te propose un truc. Là, il y a des témoins là partout. Donc il y a une trentaine de témoins. Il y a Mélodie comme témoin. Il y a Caro comme témoin. WonderSeb, je crois que tu es à Bruxelles. On se donne rendez-vous. Je te prête mon Lacerda. Il est où? Mon Lisboa. Parce que là, c'est Mercado di Lisboa. C'est un autre. J'ai le Lisboa. Ouais, aussi. C'est pas la même chose. C'est pas le même. Mais je te les prête les deux si tu veux. Sans problème. Et même d'autres jeux. Faisons ça. Tu vas sur mon Insta, tu m'envoies un message privé ou sur Facebook ou ici un chuchotement. Voilà, faisons comme ça. Ça sera bien plus simple. Connaissez-vous une boutique physique qui fait du jeu d'occasion? Oui, GameStef. Mais je sais pas où tu es, GameStef, j'ai oublié. Et ouais, le problème c'est ça, c'est que. Mais est-ce que moi j'ai envie de dire. Mais c'est une bonne question parce que intuitivement, nous dans les boutiques dans lesquelles on va à Bruxelles en tout cas, il y a beaucoup qui font du jeu d'occasion. Hein. Enfin, oui, c'est exactement ce que j'allais citer. Cinélia, site de Dédale à Bruxelles et en effet, ils font du jeu d'occasion. Tout à fait. Mais d'ailleurs, la plupart moi je l'ai déjà acheté, ils sont comme neufs en fait. Sinon, c'est des gens comme nous qui achètent des jeux qui n'y jouent jamais et qui les revendent, quoi. Exact.
Mais là, ils sont même recellophanés, tu vois. Et ils sont... non, c'est intéressant. Hein. Moi, j'en achète de temps en temps à des dalles, notamment. Sinon, il y a les bourses aux jeux, comme le précise le frérot Full Panda. Bon, mais ça, il faut voir un petit peu... check avec la boutique proche de chez toi, GameStef. Et... qu'est-ce que je voulais dire ? Et à la limite, si ils ne le font pas, tu peux leur soumettre l'idée, tu sais. Il suffit qu'ils lancent le truc... Ils laissent une petite étagère. Chaque fois qu'il y a des clients qui viennent, ils peuvent leur dire écoutez, on va faire un petit espace dépôt-vente. Et voilà quoi. Ouais. En plus, ça crée du flux. Ça fait une petite réduc pour la boutique, comme le système que Mélodie a cité pour sa boutique préférée. Hein. Oui, c'est ça. Le sacrilège. Tous ceux qui habitent près d'une boutique sortilège, ils font régulièrement, je crois. Enfin, je sais pas, c'est peut-être une fois tous les 2 mois, mais ils font ce qu'ils appellent les broc-jeux, où on a 2 semaines pour aller déposer nos jeux qu'on souhaite vendre, et puis derrière, il y a 2 jours où on peut venir acheter tous les jeux qui ont été déposés. Il disait uniquement dédié à de l'occasion, ça, non. Ouais, non. Une sorte de magasin physique, Ocaseo. Giberjeune, un Ocaseo en physique. Ouais, ça. Mais écoute, je sais pas. Je sais pas si ça existe. Et franchement, je me demande si c'est un business model qui fonctionnerait. Si Jérémy Punchboard le média est encore là, est-ce que tu aurais un avis par rapport à ça, en fait? Mais aussi dans le chat, si vous avez des idées par rapport à ça, une boutique qui ferait que de l'occasion. Alors déjà, vous, en tant qu'utilisateur, est-ce que vous iriez? Mais est-ce que vous monteriez un business pareil? Moi, ça me semble pas forcément super viable, ce genre de business. Je sais pas. Moi, ça me semble beaucoup d'efforts pour peu de bénéfices, mais... Ouais, parce qu'en fait, je sais pas. Alors, par contre, le côté avantageux, c'est que tu n'as pas de... C'est pas toi qui payes ton stock. Donc, ton stock de produits qui est à vendre, sur lequel tu vas prendre une commission, tu n'as pas à payer pour l'acheter avant de le revendre. Mais ça me semble beaucoup de chipotage, comme on dit en Belgique, pour... je sais pas. Puis il faudrait que ce soit dans une grosse ville où il y a un trafic la manipulation, intéressant, la contrainte que ça rentable, comme dit Punchboard, tout à fait. Je sais pas si dans le jeu, le fait d'avoir un intermédiaire sur de l'occasion, ça vaut le coup ou pas, parce que quand on va acheter sur de l'occasion un jeu de société, c'est aussi pour l'acheter moins cher. Ouais. Je sais pas. Et souvent, tu vas chercher un jeu spécifique d'occasion. C'est pas que tu vas... voyons ce qu'il y a un peu sur Ocaseo. Enfin, quoique si, ça peut arriver aussi, ouais. Alors, du coup, mais sur Ocaseo, moi je vais taper une recherche, c'est parce que je veux ce jeu-là. Par contre, peut-être qu'en boutique de jeu, ça serait un peu différent pour le coup. Quand il y a les broc-jeux chez Sortilège, j'y rentre, je sais pas ce que je vais acheter. Mais je tombe sur des choses, voilà. Peut-être que ça amènerait une manière différente de consommer aussi. Mais je dis ça, mais en même temps, c'est pas la façon dont je fonctionne. Donc, tu vois, il y a des fois, je dis des trucs... Donc, effectivement, on tape souvent le nom du jeu sur Ocaseo, à part que moi, je n'ai jamais acheté sur Ocaseo. Les jeux d'occasion, je les achète sur des sites, sur des groupes Facebook qui sont localisés. Donc, notamment un qui est assez connu pour les Bruxellois, qui est Bruxelles. Jeux de société Bruxelles. Et donc, c'est obligatoire de... Donc, c'est une connaissance qui a monté ce groupe. Et c'est obligatoire de donner un point de rendez-vous physique à Bruxelles pour pouvoir échanger le jeu contre... échanger, ouais. Et donc, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Et donc, en fait, sur ce groupe-là, tu fais pas de recherche par jeu, en fait. Tu fais... c'est des annonces, tous les jours, il y a des annonces et tu regardes les jeux qui sont proposés. Donc, voilà. C'est un peu comme un magasin, en fait, effectivement. Mais je sais pas si ça marcherait en tant que magasin. Bon, je pense pas. Pourquoi pas Non, mais là, je veux dire, quand tu montes un magasin, t'es pas dans le pourquoi pas, tu vois, parce que tu dois... S'il y en a un qui peut le faire sans trop de risques. Ouais, c'est ça. On va dire. Mais c'est une sorte, un peu comme il en existe pour les meubles, encore que de moins en moins, hein. Pour les meubles, pour les de brocante, mais en magasin où tu viens déposer pour les tes habits, trucs. ça se fait, les fripes, pour les habits, ça se fait. Ou pour les fripes, effectivement. Oui, tout à fait, c'est le principe de la fripe, en fait. Ouais.
Alors après, tu aurais aussi un autre vecteur pour pouvoir avoir des jeux, c'est les ventes par palette, les déstockages. Tu vois, les déstockages des éditeurs ou des distributeurs, boum, que tu mets dans ta boutique ouais. Mais après, tu serais amené aussi à proposer des nouveautés, clairement, quitte à avoir un lieu, tu vois. En tout cas, moi, c'est une réflexion intéressante à avoir. Ok. Bon, je pense qu'on devra passer au 4e jeu, là. On est parti pour le 4e jeu. Approchez-vous de vos claviers, là aussi, ça va être assez rapide. Parce que je vous ai concocté un petit... Ce soir, franchement, il n'y a rien à dire sur les indices. Et ça me fait bien plaisir parce qu'on avait un peu prévenu Mélodie. On lui avait dit, bon, mais écoute, voilà, ne sois pas trop... Ne tiens pas compte forcément des remarques un peu négatives qu'il y a de temps en temps dans le chat. Voilà, on avait expliqué un peu quel était le contexte des loulous que nous avons. Quel bête nom, quoi. Allez, c'est parti pour l'indice suivant. Ça va être rapide, hein. Ça va être rapide. On en a déjà parlé. C'est un jeu qui est très connu. On sait qu'il y a une autrice. C'est une autrice avec une double casquette. Donc, c'est parti. C'est parti. Ah bah, quelle rapidité. Miss Valérion, quand elle est en mode Warriors, là, à mon avis... C'est un peu trop évident, du coup, les indices ce soir, en fait. Ouais, oui. Mais l'idée, c'était aussi d'avoir plus de temps pour discuter justement de différentes thématiques. Là, on est parti dans différentes directions. C'était bien cool jusqu'à présent. Allez, on est parti sur les toits de Paris. Mélodie, on t'écoute. On m'écoute sur les toits de Paris, oui. Donc on a parlé tu en as parlé même tout à l'heure toi-même de Christine Alcouf, donc qui est sur celui-ci, qui est à la fois du coup autrice et illustratrice. Alors pas pour ce jeu-là, je crois pas, mais de manière générale dans sa vie. Et c'est chouette, voilà, d'avoir une femme de plus. Les toits de Paris, enfin je sais pas, est-ce que tout le monde connaît un peu ici comment ça fonctionne? On est sur un jeu de stop ou encore et de collection d'un système de majorité où on va chercher à récupérer les œuvres, à voler des œuvres sans se faire taper sur les doigts. Ouais, c'est ça. Voilà. Tu l'as bien pitché, c'est très bien. Enfin, moi, j'ai jamais joué, mais on m'a dit que c'était très sympa, voilà. Moi j'ai joué, écoute, je trouve ça très très chouette. Qu'est-ce que t'en as pensé? Mais ça m'a pas... une sorte un peu de déjà vu. T'as pas transcendé, quoi. Hein. Non, ça m'a pas transcendé, une sorte un peu de déjà vu. En même temps, j'ai trouvé que c'était... Donc nous, ici, on donne nos avis comme ça, à brûle le pourpoint. Ça n'engage que nous, c'est juste des sensations en fait. Mais je trouvais un jeu très intéressant parce qu'il y a une mécanique un peu originale et je trouve que pour un public un peu party game comme ça, où, tu vois, même voilà, des personnes qui sont pas régulières, qui jouent pas de façon régulière, il est très agréable. Assez original, il est joli. Non, rien à dire sur le jeu. Il n'est pas excessivement cher non plus. Mais bon, voilà, moi je ne m'ai pas... Moi c'est vrai que j'y ai joué, je l'ai trouvé joli et qui tourne bien, qui fonctionne bien, comme tu dis. Pour autant, depuis qu'il est au Ludothèque, c'est vrai qu'il ne sort pas très souvent. Il n'est pas dans ceux qui sortent le plus. Ouais. Mais après, Christine Alcouf, je trouve que... Moi, c'est une des illustratrices que je préfère, avec notre ami Vincent. Je trouve qu'elle a un super style et elle a fait énormément, elle a illustré énormément de jeux. Hein. Je pense que c'est un peu son credo maintenant. Ouais. Je me demande si elle illustre autre chose que des jeux, si ça se prend. J'ai pas l'impression. Après, on ne connaît pas tous non plus le travail graphique de tous les illustrateurs. Hein. Les illustrateurs, ouais. Tu vois. Mais je vais souvent voir sur sa. Mais elle fait beaucoup. Son Instagram, beaucoup, en fait. Elle fait beaucoup, ouais. Lucas qui nous dit qu'il a eu l'impression de jouer à la planche des pirates version adulte, c'est vrai qu'il y a un peu de ça dans le côté stop ou encore à quel moment je vais me faire attraper quoi. Ouais. Bon après la méca stop ou encore ça on le retrouve quand même dans pas mal de jeux. Oui. Donc forcément ça te donne cette sensation là quoi. Et là duo si on peut dire duo performant
un peu star comme ça entre Maublanc, Ludo Maublanc et Christine Alcouf. Écoute, franchement, là, c'est un peu des caïds, quoi. Et donc, non, je trouve qu'ils ont fait 2 jeux ensemble. Ouais. Mais c'est vrai que j'avais pas fait gaffe en fait que c'était Christine Alcouf qui était aussi la co-autrice. Et oui, c'est vrai que moi je vois Christine Alcouf, je me suis dit elle a illustré, mais je suis pas allée voir plus loin. C'est vrai. Moi je ne pensais pas qu'elle était autrice également. Ouais. Alors on avait une petite remarque et moi j'aimerais bien qu'on parle 2 secondes de ça. C'est sur le fait que la difficulté à trouver des jeux avec des autrices. Mélodie, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as passé quoi tout ton dimanche après-midi à explorer ta ludothèque pour les trouver ou comment ça s'est passé? C'est pas loin d'être ça. C'est pas loin d'être ça. C'est vrai que, en fait, ouais, on en parlait tout à l'heure, mais en tout cas, spontanément devant ma ludothèque, je me suis dit, ok, il y a Wingspan. Ça, c'est sûr. Wingspan, je le savais. Celui-là, c'était sûr. Et après, j'ai dit, bon, bah, le reste. Est-ce que je vais pas réduire les 5 jeux à juste des jeux d'autrice et tant pis s'ils sont pas dans ma ludothèque, parce que là je suis pas sûre comme ça que je vais les trouver. Non, ouais, il a fallu que j'explore un peu. Alors j'ai un peu triché. MyLudo, c'est pratique. Ma ludothèque elle est sur MyLudo. J'ai cherché un peu plus facilement aussi voilà, s'il y avait des autrices ou pas. Mais non, c'était pas simple. Effectivement, c'était pas simple. Ok. Et effectivement, il y a Cinélia qui avait fait une spéciale il y a quelques temps. Je trouve qu'il y a 1 an ou 2. Non, il y a 3 ans, ouais, c'est ça. Où elle nous avait parlé de jeux d'autrice. Ouais. Tout à fait. Et alors aussi, on avait noté, et ça, on en parlait aussi juste un peu avant l'émission, c'est que, à part Wingspan, mais sinon, il y a très 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 souvent des autrices qui sont co-autrices. Tout à fait. Voilà. Donc, elles sont rarement autrices toutes seules, et puis il y a aussi beaucoup d'autrices qui sont des femmes d'auteurs. Et où voilà, ils créent ensemble aussi beaucoup. C'est le cas dans ceux qu'on a cités, Marie Faure et Wilfried Faure qui créent ensemble. Nathalie Saunier et Rémi Saunier, c'est pareil. C'est vrai qu'on trouve assez peu de femmes qui créent toutes seules ou entre elles. Mais entre elles, déjà, il faudrait qu'elles soient plusieurs et qu'elles se retrouvent pour pouvoir faire ça. Et alors, ce qui est curieux, c'est que... ce qui est curieux, franchement, je fais le faux étonné, là. Hein. Mais cette idée que... on reste un petit peu dans cette idée, y compris dans le jeu de société, ça évolue un petit peu, mais bon, il faudrait qu'on mette un petit coup de boost, que tout ce qui est un peu technique, c'est les garçons, tout ce qui est un peu artistique, c'est les filles, quoi. En gros, on est un peu dans ce game-là, avec des illustratrices quand même importantes, quoi, qui font partie des illustratrices comment dire... lorsqu'on cite des illustrateurs, c'est beaucoup des femmes. Il y a beaucoup aussi de noms féminins qui peuvent apparaître, qui sont parmi des qui ont une place importante, alors qu'au niveau des jeux de société, des créateurs, c'est toujours des... Et pourtant, la question pourrait se poser aussi de qui consomme les jeux de société. Enfin, je pense qu'il y a quand même beaucoup de consommatrices de jeux de société et beaucoup de femmes qui jouent. Je sais pas s'il y a une polarité vraiment... plus d'hommes ou plus de femmes. Alors peut-être qu'il y a certains types de jeux qui vont être davantage joués par des hommes que par des femmes, les wargames ou ce genre de choses, mais dans l'ensemble, j'ai l'impression que tout le monde joue, et pourtant, c'est des hommes qui créent. Voilà, c'est ça. Mais par contre, il y a un truc, c'est qu'il y a beaucoup de... Enfin, c'est assez équilibré, j'ai l'impression. Après, de façon intuitive, franchement, j'ai l'impression que c'est assez équilibré en termes de qui consomme le jeu de société. Par contre, effectivement, il y a des niches un peu plus de tryharders qui sont un peu plus masculins. Il y a des catégories de jeux, si on peut dire, qui sont plus genrés. Voilà, pour dire. Et il y a tout un... Par contre, le domaine de la communication, c'est aussi beaucoup plus féminin. Il y a beaucoup... C'est vrai, c'est ce qui vient d'être dit dans le chat là par Wonderseb, il y a beaucoup d'influenceuses ludiques de qualité. C'est ça, tout à fait. On joue, on communique sur le jeu, mais voilà. Tout à fait. On communique, on fait des visuels. On s'arrête là. Mais d'ailleurs, on m'a demandé de citer des influenceurs, donc hommes,
avec plus de 10 000 followers, j'ai pas su en trouver un seul. C'est peut-être que je n'en connais pas, hein. Parce que je connais pas bien. Hein. Après, je peux en citer des gens peut-être à l'étranger, mais pas en francophonie. J'ai pas trouvé. Là. Ouais. Mais enfin voilà. C'est ce qu'on pourrait mettre en évidence. En même temps, là, on défonce des portes ouvertes. Mais bon, on décrit un petit peu l'état de l'art aujourd'hui. Voilà, très légèrement. On n'est pas exhaustif non plus, mais c'est un peu la sensation de ce qui se passe. Et voilà, il y a du boulot, quoi. Il y a du boulot. Ouais, Gamsef dit alors. Ouais. Gamsef dit alors, petit retour de la protozone d'Épinal, il y avait une femme créatrice pour une vingtaine d'hommes. Et c'est un peu ce qu'on retrouve effectivement dans le monde ludique de manière générale. Je sais plus les chiffres exacts, je vais probablement me tromper, mais moi quand j'en parlais avec Florian, il m'a aussi apporté dans la culture ludique, dans les échanges qu'on a pu avoir ensemble, de me dire actuellement en France, il y aurait une cinquantaine d'auteurs de jeux qui... Peut-être que je ne sais plus si c'était une trentaine ou une cinquantaine d'auteurs de jeux qui en vivraient, en tout cas qui vivraient de leur travail d'auteur, pour uniquement, je crois que c'était 3 femmes. Donc le ratio est quand même vraiment faible. Et donc 3 femmes, dont 2 femmes d'auteurs. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas énorme. Alors il y a tout, de mon point de vue, ça c'est jamais que, enfin de mon point de vue, c'est pas juste un avis que j'ai sorti comme ça du chapeau hier, quoi. Hein. Mais il y a clairement une problématique dans la pratique des hobbies, quels qu'ils soient, au niveau de l'implication qu'un être humain peut avoir pour son hobby. Clairement, une femme a moins l'opportunité de pouvoir pratiquer son hobby, quel qu'il soit, dès lors qu'il s'agit de, à un moment donné, s'absenter pendant plusieurs fois par semaine ou quelques week-ends et de laisser son mec à la maison s'occuper des enfants éventuellement. C'est des trucs tout simples, mais c'est des choses qu'on retrouve un petit peu, ces mécaniques-là, on les retrouve un petit peu dans toutes sortes d'activités finalement. C'est pas lié aux jeux de société proprement parlé. Donc voilà. Mais bon, moi, je suis toujours... il me semble que la jeune génération commence à fonctionner de façon un petit peu différente et c'est super encourageant, ça fait vraiment plaisir parce que voilà, quoi. Des fois, c'est un peu relou, quoi. Ok. Bon. Je viens de voir qu'on est là depuis 1h30 et qu'il y a une faute sur mon pseudo qui est écrit juste au-dessous de ma tête, quoi. Mais c'est pas très grave. Attends, c'est pas vrai. Non, raconte. J'ai vraiment fait gaffe. C'est pas grave du tout, il manque un S à la fin de Meeple. C'est Meeple's Bubbles. Mais c'est ce qui m'a semblé. Bon, ça va, c'est pas énorme. Mais t'as bien écrit mon prénom et ça déjà c'est pas mal. Parce que c'est un peu je suis allé vérifier pourtant. Attends, mais je suis allé vérifier. Est-ce que c'est moi qui l'ai mal écrit? Je suis en train de me poser la question parce que ça se trouve, ça vient de moi. Attends. Qui est le responsable? Attends, je vais voir si ça vient de toi. Parce que soit je suis allé vérifier, soit pas. Et si j'ai vérifié, parce que je suis allé vérifier, je sais que je me suis dit, je vais voir comment ça s'écrit. Je me suis trompé une fois, mais j'ai écrit, je peux demander à Mélodie, à Meeple Bubble, j'ai pas mis le S. Et après je te dis Mélodie de Meeple's Bubbles. Alors, moi j'ai fait une faute à un moment donné, donc j'ai fait une faute à un moment donné. Je suis allé vérifier, mais sur ton message à toi. Et c'est là où j'ai vu qu'il y avait. Ouais, c'est le premier message, je l'ai corrigé après. Aïe. Bon, mais désolé, Mélodie, c'est la faute à Caro. Tout le live qui est gâché, quoi, comme dit Steve. On a tout caché. Bon, on va la refaire alors. Ouais, je sais pas si je reviendrai. Hein. Non, mais des fois, tu vois, je sais que je peux être un peu une sorte de dyslexie comme ça. Et donc, je suis très attentif dans comment dire, surtout quand c'est des pseudos ou quand c'est des particularités, tu vois, Mélodie avec un Y. Et donc je sais que j'ai été super gaffe, je suis allé vérifier avant de faire le truc. Oui, je disais que j'avais bien vérifié. Et donc je me suis dit, mince, je me suis trompé, mais comment c'est possible? Mais ça arrive des fois que je vérifie, je me trompe. Hein. Donc voilà, nos soucis, quoi. Bon, les camarades, il reste...
Il nous reste une petite demi-heure, un grand max, une petite demi-heure. J'aimerais que on se débrouille, là on est 30, à choper 3 personnes qui n'ont pas follow, et comme ça on finit la soirée avec 400. Chopez-les, attrapez-les. Nous, franchement, on ne vous demande jamais rien. On vous dit simplement que si vous voulez vous abonner, franchement, c'est pas nécessaire. Allez vous abonner chez les autres. Nous, on n'a pas besoin de sous. On vous demande simplement, voilà, abonnez-vous parce que ça nous encourage, mais sinon pas plus que ça. Donc là, on essaie de se faire un petit challenge. Téléphonez à votre tante, créez-lui un pseudo, qu'elle s'abonne. Il nous en manque 3. Allez, quoi. Allez, on essaye. Il reste encore une demi-heure. Si chacun fait un effort, ça va aller. Je voulais saluer Tête de Slip qui est parti dormir. Mais ça fait un moment déjà qu'il a écrit. J'ai oublié de lui souhaiter la bonne nuit. Bon, écoute. Je veux voir le chat. Alors, attends, on est parti. Petit bisounours qui veut le chat? Moi j'en ai un aussi. Parce que je pense qu'il y a potentiellement, il parle du mien qui habituellement fait des bêtises dans tous les sens dès qu'on est en train de jouer à quelque chose. Allez, montre-nous ton chat. Et pour une fois, elle est calme, donc si je la montre, après c'est foutu. Mais on va le faire. Vas-y. Allez, Maya. Regarde. Ouais, fauve. C'est toi la star. Romy, tu veux nous parler de petits jeux, Romy? Est-ce que tu as joué à l'île au chat? Oh là, Romy, elle est pas contente. On les Elle est vraiment pas contente. Togepi, bonne attitude, Togepi. Merci les filles, grâce à vous et d'avoir montré vos petits animaux favoris. Il y a Togepi qui a une super idée. Il propose d'aller squatter le compte de son frère pour avoir un pseudo, pour avoir un follow en plus. Voilà, bonne idée, Togepi. Bon esprit, ça régale quoi. Oui, c'est un tigre. C'est pas un Maine Coon, c'est un Norvégien. Quoi. Mais toi, Caro, t'as un chat. Ouais. Il est nouveau ton chat, non? Il est nouveau. C'est celui de Corentin, c'est celui de T-Slide. C'est pas un chat d'occasion. C'est pas un chat d'occasion, non, hélas. Bah, elle est méchante, hein. Elle est vraiment méchante. Mais ça fait longtemps que tu l'as, Caro? Bah, depuis que j'ai Corentin. Ah, mais oui, c'est ça. Le chat. Mais non, mais c'est pour ça, parce que je suis plus revenu chez toi depuis que Coco est dans les parages. Depuis un moment, ouais. C'est pour ça que j'ai pas vu ton chat. Okay. Ça fait. Et ça fait par depuis contre, que t'es pas venu chez moi. Hein. Et c'est quoi leur nom en fait à vos animaux fétiches là? Moi c'était Maya là. Maya, c'est Maëlle. Maya, oui. Moi j'ai le petit copain de Maya derrière là. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Tu le vois? C'est Willy, ouais, Willy. La peluche de Willy. Ah oui. Ouais. Ah oui. Et Caro, toi, il s'appelle comment? Comment elle s'appelle? Romy, comme Romy Schneider, mais en méchante. D'accord. Parce qu'elle est méchante. Et on salue Steve VDB qui vient de rentrer de son entraînement de MMA. J'espère que tu vas bien, le Steve. On a failli avoir un petit coup dont tu as le secret, même si tu n'étais pas là. En début d'émission, où quelqu'un a proposé, il y avait plein de mêmes propositions, et voilà, j'ai eu peur que quelqu'un nous fasse une Steve en disant qu'il avait écrit le jeu, mais que le réseau, qu'il avait écrit avant, mais que le réseau l'avait pas écrit dans le bon ordre. Mais bon. Je voudrais qu'on souligne la deuxième blague nulle de Bob pour ce soir. Vas-y. Qui nous dit que Maya, c'est vraiment un cas. Oui, Maya, joli. Merci Bob Lafro. Moi je suis fan. Hein. Moi je trouve que franchement Bob Lafro, tu devrais nous suivre plus souvent parce que tu aurais une place à prendre. Hein, parce que franchement nous les blagues qu'on a ici c'est pas c'est pas toujours de ce niveau-là. Hein. Elle est pas mal celle-là. Elle est vraiment pas mal. Ok. Allez les camarades, on est parti. Il nous reste encore une petite vingtaine de minutes. On est parti pour le dernier jeu de la soirée. Alors là, ça va être un peu plus compliqué. Mais bon. Mais non, voilà. C'est pas compliqué. Pour ceux qui connaissent, ils vont trouver direct. Voilà. Comme on dit souvent. Pour ceux qui connaissent, c'est pas très compliqué. Et c'est parti pour l'indice. Allez, go. Je compte sur vous. Moi, franchement, j'ai été... les interventions de Bob Lafro, moi, ça régale. Je suis fan. Ça régale vraiment. Et, allez, ça y est, ils sont tous au taquet, là.
Il y a quelqu'un qui a trouvé ou quoi? À tous. Et bim. Steve. Enfin. Steve, il a une connexion du feu de Dieu et il a donné la réponse en premier. Ah, par contre, est-ce que Full Panda est encore dans le chat? Parce que là, il y a un problème. Alors, Full Panda, est-ce que tu es là? Quentin, est-ce que tu es là? Il y a... Parce qu'il y a... Il faut mettre le petit point d'interrogation, les amis. Ouais, en termes d'orthographe, est-ce que tout va bien? Non, mais c'est surtout un problème, un vrai problème. Un problème d'orthographe. Alors, il n'y a pas de D à l'Enfeust. Alors déjà, l'autre, il nous proteste sans le O, il nous landfust sans le D. Stevie, tu te crois à la maison ou quoi? D. Ouais. Ah non, mais t'es en train de jouer un match de foot en pantoufle. Hein. Là, t'es un peu trop relax, hein, j'ai l'impression, là. Landfust, écrit comme ça, il n'y a pas de T, il n'y a pas le D, mais c'est n'importe quoi. Donc la victoire est attribuée à GameStef d'une part, c'est le premier, et à Miss Valérion aussi, parce que elle a ajouté 2-3. Voilà. Bon. Allez, c'est parti. On t'écoute. Vous avez des protestations écrites au SAV TPC. Oui, ça arrivera directement à votre mail de Pat. Landfest, c'est un jeu que moi j'ai découvert à Paris et Ludique l'an dernier. Je crois que c'était peu de temps avant qu'il sorte à ce moment-là. Je connais pas du tout la BD et mon mec lit les BD. J'ai découvert ça en ramenant la boîte de jeux chez moi. Voilà. Cool. Donc ça m'a permis d'avoir une accroche aussi pour qu'on puisse jouer ensemble. Et ça, c'était cool déjà comme support. Landfest, on est sur un roll and explore. On va lancer des dés et les chiffres qu'on va obtenir sur les dés vont nous permettre de constituer une forme. Un peu comme un polyomino, on va pouvoir positionner sur un terrain pour aller explorer petit à petit, éventuellement aller ouvrir des coffres, ouvrir des grilles, avancer dans l'aventure comme ça, avec chacun sa fiche personnage. Il y a un petit côté un peu jeu de rôle en fait dans le fonctionnement, l'exploration, et puis il y a un côté aventure où d'une partie sur l'autre, on va arriver sur des nouvelles maps et continuer l'histoire et se développer de plus en plus, avoir de nouvelles compétences, etc. C'est rigolo comme système, les dés et former un polyomino avec. Ça fonctionne bien. Ouais. En fait, on a 3 lancés et puis on choisit ce qu'on garde pas, on peut relancer ou pas pour essayer d'avoir la meilleure forme possible. Plus notre forme est grande, enfin en tout cas plus on utilise de dés dans notre forme, plus on va marquer de points qui vont nous permettre de gagner de l'XP en fait, de l'expérience et monter dans les niveaux, pouvoir gagner des points de vie, etc. Pour plus tard éventuellement combattre des monstres. Donc il y a un côté un peu coopératif dans le sens où il faut qu'on arrive au bout de la map en un certain nombre de tours et on peut s'appuyer sur les avancées des autres. Je peux poser ma forme sur la forme de quelqu'un d'autre pour continuer à avancer. Par contre, on est quand même un peu chacun pour sa pomme puisque chacun va marquer des points en fonction de ce qu'il va récupérer dans des coffres, en fonction de si c'est lui qui est sorti de la map en premier ou pas. Voilà, dans l'idée. Ok. Alors on vous encourage, je vais vous mettre le lien du jeu parce que je ne l'ai pas trouvé sur BGG et donc voilà, c'est l'occasion comme ça, c'est pas très très cher, ça donne un petit coup de pouce et peut-être si quelqu'un l'achète, voilà, et ça vous donnera l'occasion aussi d'une sorte de pense-bête comme ça si vous ouvrez la page et d'aller vous regarder un petit peu la BD et comme le souligne je sais plus qui, Tibizounours, il y a aussi un dessin animé apparemment, donc voilà, le bon petit dessin animé comme à l'ancienne. Steve qui l'a découvert aussi avec Coralie, qu'il faudrait qu'on l'invite aussi, un de ces 4, ça fait longtemps qu'on l'a pas invité. Donc avec Coralie, et qu'est-ce que je voulais dire, la BD qui est apparemment pas mal, Sinélia qui propose aussi la BD sonore, donc ça c'est cool, elle met le lien. Enfin, elle a mis le nom, donc vous pouvez aller voir ça. Moi ce que j'aime beaucoup, c'est que quand il y a les jeux qui ont un côté transversaux comme ça. On dit ça, non? Transversal. Enfin bon, voilà, bref, vous avez compris. Qui sont dans une même dynamique avec quelque chose qui existe sous un autre média, si tu veux. Et ça, j'aime beaucoup.
Alors, il y a les localisations, il y a les thématisations de style, comment on appelle ça, pour les Marvel, les jeux de licence, Disney, le machin. Avec des licences. Ouais, mais c'est pas tant ça qui m'intéresse. C'est des licences moins connues. Comment dire, là, en l'occurrence, on parle pas de licence, tu vois. Enfin, voilà, du cross-média. Ah, purée. Merci, Cénélia. Des crossovers entre différents médias. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et je trouve ça très, très cool. Et ce que je trouve très cool par rapport au jeu, même si j'ai pas joué, mais il me semble que ça a l'air vraiment intéressant, c'est ce mélange un petit peu de genre un petit peu fiche de personnage, jeu de rôle, avec peut-être un jeu de pose de dés aussi à un moment donné. Et ça peut en faire, je pense, une porte d'entrée vers le jeu de rôle. Pour des personnes qui n'ont jamais fait de jeu de rôle, on peut commencer à appréhender ça comme ça aussi, avec voilà, chacun ses pouvoirs, ses petites spécificités, le fait de se développer, tout ça, c'est intéressant, je trouve. Ouais. Et merci à Zoidberg aussi, qui... ça m'arrive souvent d'hésiter, tu vois, de chercher les mots. Il y a toujours il y a des jours de quelqu'un dans le chat pour dire c'est pas ça que tu voulais dire. Et ils sont sympas quand même. Non, mais c'est cool. Non, mais en même temps ça montre que les personnes sont attentives un minimum et qui ont envie d'aider aussi, quoi. Allez, il manque encore 3 personnes, les gars, on fait un petit effort là. Je remets le petit message s'il y en a qui hop, allez. Il y aura la petite animation là. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui nous regardent là et qui n'ont pas follow et qui nous regardent chaque fois depuis des semaines, peut-être, c'est possible. Hein. Et toujours cachés. C'est le moment de vous découvrir. Ouais, eh bien, écoute, moi ça m'a. Tu sais quoi, ça m'a donné envie, pas forcément de jouer au jeu, mais ça m'a donné envie de lire la BD. Donc c'est pas mal déjà. Ça peut être un bon truc, ok. Et donc on a cité. Et donc là c'est Nathalie Saunier avec son mari qui a fait le jeu. Ouais. C'est Nathalie Saunier. Ok. Mais est-ce que. Et ils ont fait. Ouais. Donc elle est co-autrice aussi d'un jeu dont on a parlé précédemment. Arcimboldo. Oui, c'était à la manière d'Arcimboldo. Ouais, c'est ça. À la manière d'Arcimboldo. Ok, d'accord. Ok, mais donc comme on disait tout à l'heure, la seule personne qui est autrice toute seule, c'est Elisabeth de Wingspan, c'est ça, hein? En tout cas dans ces 5-là, j'imagine qu'il y en a d'autres quand même. Oui, non, il doit y en avoir d'autres évidemment. Mais c'est vrai que c'est pas la majorité de ce qu'on retrouve. Le problème, il est aussi là. C'est-à-dire que pour des personnes qui sont un peu... et mais dans le chat aussi, qui sont tous les jours, on va regarder un petit peu sur les réseaux des trucs qui parlent de jeux de société. Et si on nous pose la question, vous connaissez une autrice qui crée des jeux toute seule? À part la méga star internationale, on n'en connaît pas d'autres. Tu vois, ça ne vient pas à l'esprit comme ça. On est davantage capable, et comme on le disait tout à l'heure, de citer des noms d'illustratrices. Enfin, moi, en tout cas, je serais plus capable de citer des noms d'illustratrices que de citer des noms d'autrices. Ben oui. Ouais. Il y a Wondersep qui te dit, Pat, si tu lui prêtes la Cerda, il te prête les BD de l'Enfeust. Comme ça, voilà. C'est un échange de bons procédés. Et moi, je suis pour l'échange. Moi, je suis pour le don. Que chacun se donne des choses à durée déterminée, tu vois. Voilà. Et j'aime bien j'aime bien les dons en même propre parce que c'est toujours la possibilité, c'est que si tu en as besoin, c'est facile à aller chercher en fait. Moi j'ai une partie de ma ludothèque qui n'est pas chez moi, hein, qui est à droite à gauche, et c'est très bien comme ça. Alors, oui, c'est vrai. Dans l'oreillette, qui a aussi le jeu Café Del Gato, qui est un duo d'autrices. Derrière qui il y a un duo d'autrices. On va aller chercher Zombie Kids Evolution aussi de la géniale Annick Lobé. On va mettre ça. Wormspan, c'est aussi une autrice, oui, tout à fait. Alors. Donc Connie, je sais plus quoi. Vous pouvez me rappeler de quel le duo, de quel jeu Café vous parlez? Café Del Gato. Café Del Gato. De Léna Burkhardt et Julia Wagner.
qui est un petit jeu, 8 ans, à partir de 8 ans. Ah, et là, visiblement, les rôles seraient inversés puisque ce serait un illustrateur, pour le coup. Ah oui. Et bim, quoi. Tiens, prenez ça, quoi, tous. Un truc qui n'a rien à voir. Mais c'est bien, c'est bien. Ah, on en avait parlé. C'est pas toi, Caro, qui en avait parlé, je crois, une fois? Non, on a eu un invité qui en a parlé, il me semble, ouais. Alors, Zombie Kids, Zombie avec un Y, comment ça s'écrit? Oh, moi j'ai du mal avec l'orthographe. Ah, c'est pas Os qui follow. Ah, merci pour le follow. Merci. Ah, je suis sur une autre page, les gars, je vois pas, mais Zombie On a eu un follow. Kids. Alors, il y a le chat qui est en train de gratter mon cartable. Je vais... Romy, dégage de là. Le Zombie Kids Evolution. Voilà, c'est parti. Alors, on revient ici. Nous avons le Café del Gato. 2 co-autrices, et ça régale. C'est un jeu, j'ai envie de dire, j'en sais rien. Elles sont peut-être anglaises, a priori, comme ça, ou du moins... Donc, Café del Gato, on va les regarder un peu plus précisément. Nous avons Lena Burkhardt et Julia Wagner chez Schmidt-Spiel, donc elles doivent être allemandes. Bon, on va dire qu'elles sont allemandes. Après, on va même cliquer sur leur nom, on va les voir un petit peu. Ah ok, elle a déjà fait des jeux à bas, donc bon, on va dire qu'a priori, elle est allemande. D'accord. Ah, Bis 20. J'ai déjà joué à ce jeu, ouais, Café del Gato, très bien. Ben, c'est bien, en plus elle est jeune. Bon, si elle n'était pas jeune, ça serait bien aussi. Hein. Mais en tout cas, c'est encourageant. Et Julia, qui est peut-être un de ses premiers jeux. Voilà, bon, c'est son premier jeu, mais très bien. D'avoir le pied à l'étrier par la copine Lena, c'est très cool. Et on a Robin qui est illustrateur. Robin Strauss, c'est son premier. Et c'est bien cool. Et nous avons quelque chose à dire, Romy ? Zombie Kids Evolution de 2018 de Dani Globé, et qui est aussi l'illustratrice avec Nikao. Ah, dis donc, ça c'est chaud ça. Elle nous fait le 2. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a participé à Zombie Kids Evolution, ok, Pirate Legends, Zombie Kids, Talent Games, Stratopoly. Ok. Est-ce qu'elle a fait... Ah oui, c'est une designeuse. Elle a mis un lien intéressant là sur les autres. C'est une designeuse, ok, elle a fait plusieurs jeux. Ben écoute, Annick Lobé, les frérots, là, attends, je vous mets son petit lien. Allez checker. Et si elle a un truc Insta ou quoi, on lui a donné de la force un peu. On va aller un petit peu sur un peu ce qu'elle fait. Ok. Merci à Nipaos pour le follow. Allez, encore 2 là, avant qu'on parte. S'il vous plaît, les gars, faites un effort. Fun fact, l'auteur du Monopoly, oui, j'ose dire, le mot est interdit. Le mot interdit, non, c'est pas du tout interdit. C'est une femme, c'est vrai, c'est exact. L'autrice originale du Monopoly qui a été spoliée ensuite, il me semble. Bon, on lui a filé 3 balles et puis voilà quoi. Mais effectivement, c'est ça de sa tête. Il y a aussi Sylvie Bark. Allez, on va chercher Sylvie Bark. Quel jeu elle aurait fait, jeu Dice? On va aller checker un petit peu. Oui, Lena Burkhardt, elle a pas mal de jeux, ouais. Jeu Dice. Et alors, je suis dégoûtée parce que je viens de voir qu'a priori Cathédrale Rouge serait un jeu aussi derrière qui il y a une autrice. Derrière lequel il y a une autrice. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup et je l'ai dans ma ludothèque et peut-être que je l'aurais glissé davantage. C'est pas, voilà. Ah bah, Château Blanc également. Je découvre et je suis contente de le découvrir. Donc Zoidberg qui précise que c'est aussi l'autrice donc du Monopoly, je n'ai pas son nom en fait. C'est plutôt l'autrice de The Landorf's Game. C'était peut-être le nom du jeu avant. C'est ça que tu voulais dire, Zoidberg? On n'est pas du tout préparé là. En même temps, on parle de Monopoly. On est mais pas. Alors, Elisabeth Maggie, c'est ça. Ok, à nouveau une Elisabeth. Peut-être qu'Elisabeth, c'est un jeu. Elena, peut-être c'est son surnom, c'est l'abréviation d'Elisabeth, peut-être. Non, pas du tout en fait. Non. Ouais.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, bon, mais là, vous n'avez pas besoin de nous. Tapez sur YouTube Histoire du Monopoly. Il y a pas mal de vidéos qui traitent de l'argument. Ouais. C'est très intéressant d'ailleurs. Et tu vois, je regarde la liste que Zoidberg a trouvée sur des jeux faits par des femmes, et je suis agréablement surprise de voir qu'il y a de tout en fait, du jeu pour enfants comme du très compliqué, de la Méritrash, de l'Eurogame, du lourd, du léger. Il y a vraiment de tout. C'est cool. Non, mais en fait, moi, je suis pas étonné qu'il y ait des choses. Je suis étonné vénère il en est pas assez, de la proportion et de la visibilité, quoi. Tu vois, ça c'est un truc de ouf, quoi. Mais moi, j'avoue que je faisais pas du tout attention. Hein. Genre auteur, autrice de jeu, je faisais pas attention du tout. Moi, je fais attention à la vie. Moi, j'ai fait attention à la vie depuis longtemps. Donc après, là, il se trouve que dans le jeu de société aussi. En même temps, les choses évoluent et ça va dans le bon sens, de mon point de vue, à nouveau. Ça va dans le bon sens, mais c'est galère, quoi. Ouais. Oui, on est spécialiste de Hargrave, d'ailleurs. Ouais. Mais d'ailleurs, on estimait que c'était le cas, mais vous, dans votre pratique... Non, mais c'est un truc dont on n'a pas forcément parlé clairement, comme ça. Dans votre pratique, et puis moi je dirais aussi dans ma pratique, quelle est ma vision? Est-ce que vous trouvez que c'est assez mixte en fait, en termes de genre, dans votre pratique en réel, hein, j'entends. Lorsque vous allez, je sais pas, si vous jouez, avec qui vous jouez, dans les soirées publiques, dans vos soirées privées, est-ce que c'est mixte ou pas? Ouais, moi c'est très mixte. Hein. Je sais pas pour toi, Mélodie, mais... Ouais, moi aussi complètement. Ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a autant de consommatrices que de consommateurs et on joue... Ouais, c'est complètement mixte, ouais. En tout cas, je répondais pas tout de suite parce qu'en fait j'étais en train de me faire une réflexion dans ma tête par rapport à ce dont tu as parlé tout à l'heure, qu'on a déjà abordé, du fait que c'est un peu invisible, que les autrices sont un peu invisibles. Je pense que ça pointe aussi quelque chose qui est qu'en tant que consommateur de jeux, alors nous on y fait peut-être un peu plus attention, mais parce que voilà, on est peut-être un peu plus renseigné dans le domaine, mais qu'en tant que consommateur de jeux, on fait pas forcément attention aux personnes qu'il y a derrière un jeu. Et qu'on va jouer à un jeu, qu'on va adorer un jeu, mais tout le monde va pas avoir ce réflexe de se renseigner sur l'auteur, ou ne serait-ce que de regarder l'auteur ou l'autrice, de regarder l'illustrateur ou l'illustratrice encore moins. Et je trouve que c'est dommage, et c'est important aussi de mettre ce travail-là en avant davantage, quoi. De la même manière que quand on va lire un livre, on peut se renseigner aussi sur l'auteur du livre et voir ce qu'il fait d'autres. Voilà. Oui, tout à fait. Et WonderSeb, je t'adore. J'ai bien fait de te proposer, de te prêter des jeux. En fait, il fait une remarque qui est très importante, en fait. C'est que il faut que les endroits soient un petit peu accueillants, un minimum accueillant. Parce que c'est déjà... il y a des environnements qui sont... On avait abordé une fois cette question-là, Caro, où je disais que l'accès au monde du jeu de société, il n'est pas facile. Ça ne veut pas dire que le milieu ne t'accueille pas, mais ça veut dire que franchir le pas n'est pas forcément quelque chose de simple pour quelqu'un qui ne l'a pas encore franchi. Et pour il y a des lieux où se pratique le jeu de société, où franchement c'est pas super accueillant, c'est pas super... voilà quoi. De mon expérience, c'était une nécessité que de franchir le pas. Hein. Comme je suppose qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui connaissent l'histoire. J'arrive dans une ville, je connais personne. Voilà. Je suis un peu un contre-exemple. Mais c'est vrai que il y a pas mal de réticences quand même dans j'ai quelques amis qui jouent pas. Oui, ça existe. Ils sont encore amis, c'est vrai. Mais j'ai quelques amis qui ne jouent pas, et le fait de passer le cap, j'ai l'impression que c'est un peu voilà, des gens qui trouvent ça trop futile, pas tu vois, c'est pour dans leur tête, c'est pour les enfants. C'est un peu comme mon père, il trouve que je lui dis que je vais jouer le week-end, il dit mais t'as quel âge là Oui, mais ça c'est encore autre chose. Oui, c'est perdu du temps. Ça c'est encore autre chose, ouais. Ça c'est encore autre chose, ça c'est lié. Mais tu vois par exemple un truc qui est un petit peu. Après je répondais à quelques questions qui sont dans le chat. Le truc qu'il faut aussi prendre en considération, c'est regarder un petit peu les femmes, le public féminin qui va toute seule ou entre copines, et pas forcément chaque fois qui accompagne leur mec.
Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a un exemple, Wonderseb l'a cité. Nous, ici, à Bruxelles, il y a un resto-jeu, si on peut dire. Donc, c'est comme un bar à jeux, mais c'est un resto, quoi. Et avec un étage qui est dédié au jeu et tu manges. Et l'étage, le rez-de-chaussée, c'est que resto classique. Et à tout l'étage, tu joues principalement, mais tu manges aussi. Et d'ailleurs, c'est très... C'est bondé, c'est un truc qui a un succès énorme, c'est assez grand. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc l'idée, moi je ne compte pas dans mes statistiques le couple qui va à la LEC. Bah oui, c'est de temps en temps ils se disent, on va aller faire, au lieu d'aller au resto, on va aller à la LEC. Ok, mais ça c'est pas à dire que il y a un accès privilégié, comment dire qu'il y a un accès. Moi, c'est les groupes de copines qui se disent, on va aller à la LEC, tu vois. C'est ça ma question. Mais en fait. Moi, je cherche plutôt autant des organisateurs que les gens qui aimeraient participer à ce genre de choses, de chercher des tables ouvertes. C'est-à-dire, moi, le nombre de fois... Alors, il y avait ça avant Covid. En tout cas, à Bruxelles, il y avait tous les week-ends, il y avait un petit endroit dans Bruxelles qui accueille les gens qui, comme moi, arrivaient seuls. Et ils te mettent à une table, et ils te disent tu veux jouer à quoi, il y a telle place, etc. Sinon, tu peux créer une nouvelle table avec un jeu de ton choix. Et il y aura peut-être des gens qui vont te rejoindre ou voilà, tu essayes de te rejoindre une table qui est déjà existante. Mais il y a des gens qui font l'effort de te placer quelque part et c'est très agréable. Les soirées, ça joue, il y en a une vendredi dernier. Les animateurs font en sorte que tu t'installes à une table. Donc en effet, les tables ouvertes, c'est... Alors comme le dit Cinella, c'est dans presque tous les bars à jeux. Alors c'est vrai que c'est un peu la pochette surprise, c'est-à-dire que tu arrives, tu sais pas à quoi tu vas jouer. Quand c'est pas bien organisé, c'est-à-dire quand il n'y a pas une annonce avant sur Meetup, sur Facebook, sur quelque chose, peu importe. Mais moi, c'est comme ça que j'ai pu essayer énormément de jeux. En arrivant seul. Et alors, je préférais y aller seul, même carrément, et me dire, je sais pas du tout à quoi je vais jouer, mais je vais découvrir. Et ça a été super sympa. Et comme ça que je me suis fait plein d'amis en même temps, où après, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on se retrouverait pas pour jouer à autre chose? Voilà. Donc, puis on voyait les mêmes têtes. Donc, c'était vraiment, vraiment sympa. Mais des tables ouvertes, si vous avez l'occasion d'en rejoindre une, ou si vous êtes organisateur, vous connaissez les organisateurs, encouragez-les à faire ce genre de choses, d'initiatives. C'est vraiment chouette. Et en parlant de la LEC, ils ont organisé les mercredis rencontres ludiques, un truc comme ça. Et en fait, ce sont des tables ouvertes. Et ils vous accueillent à une table. Vous avez un numéro. Puis ils vous accueillent à une table. Vous pouvez venir seul, accompagné, peu importe. Et ils vous font jouer tous ensemble, en fait, avec toute la table. Avec des inconnus inclus, quoi. Donc ça, c'est cool. Ouais, tout à fait. Et il y a un truc qui est... il y a un truc qui est... je reviens avec cette histoire de la LEC. Enfin, les circonstances font que comme c'est un resto, je veux dire, c'est beaucoup plus facile, un groupe de copines, tu te dis, écoute, on va à la LEC. Et en plus, donc, j'ai envie de dire, tu montes à l'étage, tu te sens pas, tu dis, bof, tu le sens pas trop, tu descends au rez-de-chaussée, t'es un resto. Et puis, dans tous les cas, si tu t'assois, franchement, les animateurs, après, c'est des gens qu'on connaît, les animateurs donc de la LEC, ils sont super cool, quoi. Ils te mettent, ils sont dynamiques, ils sont jeunes, ils sont peps, c'est mixte, comme. Ils sont toujours hyper motivés. Ouais. Et c'est justement, je trouve que ça participe énormément à démocratiser un petit peu le jeu de société. Des lieux comme justement des lieux un peu mixtes. On parlait tout à l'heure de transmédia, là c'est un peu des transactivités. Et donc voilà. Il y avait juste un message de Warning Yo qui a juste écrit je ne sais pas à quoi il faisait référence. Et je te salue parce que c'est la première fois que je crois que je lis ton blaze là, donc voilà. Et que répondre? Oui, Steve, Steve, il fait le chouineur là parce que je vais pas à ses soirées. Steve, il organise des soirées magnifiques. Je lui ai déjà dit en plus de vive voix. Il le fait exprès pour que je le dise devant tout le monde. C'est en termes de lieu un des plus beaux espaces des soirées qui se passent à Bruxelles. Le lieu est magnifique. Il est ouvert. Il y a de l'espace. C'est super convivial. Si ce n'est que c'est à l'autre bout de la ville. Pour moi, c'est bon. L'hiver.
flemme, quoi. 1 heure de transport pour aller jusque-là. Donc voilà. Mais au printemps, je débarque, t'inquiète. Caro, c'est pareil. Hein. En plus, Caro, elle habite plus près que moi, mais elle, c'est flemme aussi. Donc, c'est à Berkem. C'est à Berkem, Saint-Agathe. Mets le lien de ta page pour Wonderseb. Et pour Zoidberg aussi. Voilà. Et tu me files une commission parce que tu as 2 nouveaux clients qui vont débarquer. Hein. Yes. Ok, enfin, tu files une commission à Caro et moi plutôt. Alors, Punchboard le média, et on va conclure avec ça. On va regarder un peu chez qui faire le raid. La visibilité aussi, ça aide. Le fait que des femmes parlent du jeu, par exemple. Je me souviens de l'époque où Lola travaillait au passe-temps. Effectivement, le nombre de femmes qui venaient voir. Attends, le truc c'est monté là. Le nombre de femmes qui venaient la voir pour lui dire merci du fait qu'elle pouvait parler de jeux de gestion et qu'elle se retrouvait dans ce profil. Tout à fait. Tout à fait. Bah, c'est la notion d'ambassadeur en fait. Hein. Et vous participez, quand je dis vous, c'est Caro et Mélodie, au travers de votre page. Il n'y a rien à faire. Vous encouragez des personnes qui peut-être n'auraient pas osé par mimétisme et puis par sororité, peu importe en fait par quoi. Il se trouve que vous avez une influence aussi à ce niveau-là et ça c'est, on n'en parle pas souvent en fait, au-delà de est-ce que vous participez à vendre des jeux, j'en sais rien, mais en tout cas vous participez à ce que les jeux soient qu'il y ait un nouveau public en fait. Et ça c'est bien cool. Bon, les camarades, on va regarder. Est-ce que tu consommes? Tu as une dernière question, Mélodie. Toi, comment donc tu es sur Insta. Oui. J'ai mis déjà ta page en lien. Je vais la remettre comme ça, au moins, ça sera fait. Est-ce que tu consommes et si oui, quoi en termes de Instagram, Facebook, YouTube, Twitch, réseaux sociaux d'actu. Je consomme beaucoup sur Instagram, pour le coup. D'accord. Donc beaucoup des comptes qui peuvent être les comptes dont on parlait tout à l'heure, où on trouve peut-être plus les femmes sur le partage sur les réseaux, sur Instagram. Après, Twitch, j'essaye de m'y mettre un peu ponctuellement. J'ai un peu du mal. C'est vraiment par moment, ou alors très spécifiquement quand je sais qu'il va y avoir une thématique précise qui m'intéresse ou un invité précis. C'est par phase. Voilà. Ok. Tout à fait. Bah après, je comprends que en fait, Twitch, moi, c'est le format que je préfère parce que j'aime bien le live. Mais c'est vrai que c'est un format qui. Après, il y a les rediffs, donc ça va. Mais quand même, le truc qui est cool, c'est de participer au direct. Mais en même temps, le direct, il est maintenant, il n'est pas tout à l'heure. Et donc, il faut être dispo à ce moment-là. Et des fois, le soir, on a autre chose à faire, quoi. Donc, donc voilà. Oui, et puis en fait, j'ai l'impression que si je mets Twitch. En fait, j'arrive pas à me canaliser, j'ai envie de faire 12 trucs en même temps. Et donc, si je mets Twitch, je vais être ailleurs, donc pas complètement dans le live. Et du coup, c'est vrai que je vais avoir peut-être plutôt tendance à regarder sur des rediffs que sur du direct vraiment, quoi. Mais... Après, moi, ce que je peux te... Parce que moi, je fais ça de temps en temps. C'est que j'écoute un live Twitch. Moi je consomme pas mal quand même entre YouTube et Twitch, je suis un bon consommateur et en parallèle j'ai une page BGA, je joue en écoutant des lives quoi. Souvent je fais ça en fait. J'ai du mal à faire qu'une seule chose à la fois. Ouais, mais alors je perds. Du coup, si je fais ça, je vais perdre sur BGA parce que je vais être concentrée sur le live. Ah, mais oui. Ça va pas bien marcher. Oui, après, pour moi, c'est pas un critère d'activité de gagner ou perdre. Donc, oui. J'ai essayé tout à l'heure. J'ai regardé votre replay de l'émission de la semaine dernière. J'ai voulu jouer en même temps. Non, ça marchait pas. Ouais. Soit je décrochais du live, soit je décrochais du jeu. J'arrivais pas. Mais là, je te rejoins. C'est vrai que quand on doit un peu réfléchir, c'est pas évident d'écouter en réfléchissant en même temps. Il faut prendre l'habitude. Bon, on va regarder. Moi, j'ai bien envie de faire un petit raid chez... On va aller chez Garageux. Il y a Garageux, c'est ce que je vais dire. On va aller chez Gab parce que voilà, écoute, on va faire tous les camarades qui sont encore là. Gabriel, c'est le premier invité qu'on a eu il y a 3 ans. Ok. Voilà. C'était la troisième ou quatrième émission. Et voilà. Et donc c'était lui et c'est un peu le frérot. On le reçoit une fois par an, plus ou moins.
Et donc, on va aller lui faire un petit coucou. Bon, moi en tout cas, je vais saluer tout le monde. Je vais vous laisser saluer à votre tour et conclure. Moi, je tiens à vous remercier toutes les deux. J'ai passé une belle soirée, une fois de plus. Et merci à vous tous. Vous avez été tous... mais comme d'habitude en fait, moi je sais pas quoi vraiment dire parce qu'en fait j'ai des compliments à faire mais chaque semaine je fais les mêmes compliments quoi. Merci. Moi je peux les faire parce que tu m'avais prévenu que c'était un chat particulièrement actif et réactif et participant et effectivement c'est le cas et ça a été très chouette. Enfin moi j'ai passé une très chouette soirée en tout cas à discuter avec vous et puis à voir aussi les retours de chacun dans cet échange là et dans cette interactivité là quoi. C'est ça. Et je j'adore le chat. Alors, moi, ce que je vais faire chaque semaine, je vais vous donner le nombre. On va parler un peu de statistiques. Tout le monde est plus ou moins intéressé par le nombre de followers, le nombre d'abonnés, le nombre de spectateurs, la moyenne et machin. Nous, franchement, on a discuté avec Caro et avec Full Panda quand j'animais avec lui. Nous, c'est des chiffres, on s'en fout complètement en fait. Par contre, il y a un chiffre que nous, on discute chaque fois avant. Enfin, après chaque émission, on dit il y a combien de personnes qui ont écrit dans le chat. Alors, on va vous partager chaque semaine ce chiffre-là, et comme ça, ça vous fera plaisir aussi, j'imagine. Donc, ce soir, il y a eu 30 personnes qui ont écrit dans le chat. Voilà pour l'info qui nous fait plaisir, c'est ça, en fait, c'est ce chiffre-là. Quoi. Ouais, cool. Bien, je vous salue, la bise à tout le monde, et je laisse les filles conclure, et je prépare le raid chez Garageux en attendant. Yes. Merci à tous encore une fois. J'ai trouvé très chouette de pouvoir discuter avec vous et c'était un chouette moment. Voilà. Pour moi aussi. Gros bisous à tout le monde. Je fais un gros bisou à Cinélia que je vais voir au Troll et Légendes. C'est à Mons, c'est à la fin du mois. Il y a un espace jeu de société si vous y allez. Et si vous y allez, faites et que vous me voyez, alors on se dit bonjour s'il vous plaît. Ne me passez pas à côté, ce serait dommage. Bisous à Steve, à Quentin, à l'autre Quentin, mais je ne sais pas s'il est toujours connecté, à Game Steph, et Delmore, de Cible aller se coucher déjà, Fanuc Boy aussi, Zoidberg, bisous à toi, à Wonder Seb, j'ai peur d'oublier des gens, Bob Lafro, merci d'avoir participé, etc. J'oublie sûrement des gens, mais voilà, je pense à vous très fort. Voilà. Wonderseb, n'oublie pas de me contacter d'une façon ou d'une autre. Hein. Envoie-moi un petit message quelque part et on check ça. La bise à tout le monde. On est parti chez Gab. Bisous. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut, ciao. Bisous à tous.